Alors est-ce que ça me ouais, c'est bon, on enregistre. Alors juste toute petite précision, je suis un peu malade, je sors d'un petit syndrome grippal, du coup, tu risques d'être un petit peu fatigué, hem et de pas parler très fort, voilà. Mais bon, si jamais il y a besoin, vous me le dites, plus fort ou je sais pas quoi. On se débrouillera. Ensuite, concernant cette semaine, on va parler droit des données personnelles, donc c'est un petit peu plus compliqué que, le droit d'auteur. C'est aussi beaucoup plus centré sur le numérique à proprement parler. Heu, donc on va changer en fait complètement de sujet. Donc si vous avez des questions sur ce qu'on a vu les 3 premières semaines, n'hésitez pas, à les poser maintenant, avant de commencer le cours sur le droit du numérique ou alors de les poser, bah, plus tard. Mais le mieux ce serait maintenant si vous en avez. Hem, voilà, là-dessus c'est bon. Ah! On n'avait pas fini sur la contrefaçon, je crois, non? On avait terminé oui, oui, c'est exact, exact, il devait rester, 5-10 minutes de cours sur, alors je crois que la contrefaçon, on l'avait bouclé, on avait vu les sanctions pénales, on avait vu qu'on réparait l'intégralité du préjudice. Par contre, je crois que je vous avais pas parlé de la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d'accès, c'est ça? Est-ce que ces notions-là vous parlent ou est-ce que ça vous dit rien du tout? Oui, c'est ça, d'accord. Les derniers slides du PowerPoint de la semaine dernière, on ne les a pas vus. Alors, que je regarde, combien de temps il reste. Oui, il reste pas grand-chose sur la séance de la semaine dernière. Je vais pas remettre le PowerPoint parce que je pense pas que ce soit, une absolue nécessité de vous le mettre. Globalement, en fait, concernant la contrefaçon en ligne, attendez, je vérifie où est-ce qu'on s'était arrêté exactement. Oui, d'accord, j'avais dû m'arrêter dans, on avait terminé la saisie contrefaçon, c'est ça? OK, super, on va reprendre là-dessus. Et donc effectivement, cette question de contrefaçon en ligne qui est un petit peu plus compliquée, notamment quand on veut faire cesser des agissements illicites, la procédure de saisie contrefaçon n'est pas nécessairement adaptée. Je ne sais pas si je vous en avais parlé la semaine dernière, mais cette idée que, vous n'allez pas faire venir un huissier de justice avec la police chez toutes les personnes qui uploadent du contenu illicite sur YouTube, sur ce genre de plateforme et donc il fallait trouver d'autres moyens de lutter contre la contrefaçon en ligne. Alors bien évidemment, normalement vous connaissez tous la Hadopi, avec sa création en 2009, mais, outre l'échec, assez cuisant de cette haute autorité, Heu, on a d'autres mesures qui, elles, fonctionnent déjà un petit peu mieux, notamment, en fait, des mesures de responsabilisation d'autres acteurs plutôt que, les utilisateurs eux-mêmes et d'ailleurs, la Hadopi avait cette idée-là aussi qu'on cherchait pas tant à punir, l'utilisateur lambda qu'à punir les hubs de la contrefaçon. C'est pour ça que, hem excusez-moi. C'est pour ça que finalement alors je ne sais pas si vous aviez, si on en avait parlé, je crois pas. Il y a des mesures concernant, la Hadopi qui ont disparu, notamment la coupure de connexion internet pendant 1 an, une fois que vous vous faisiez prendre à télécharger des contenus illicites et ça, on y reviendra peut-être aussi un petit peu, dans le droit des médias, bref. Pour l'instant, on va s'intéresser plus particulièrement à 2 éléments, à 2 organismes qui jouent un rôle dans votre connexion internet. Ce sont les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs. Alors les fournisseurs d'accès à internet, bon, je pense que vous voyez tous, vous en avez tous au moins un exemple en tête, hein. Ce sont Orange, SFR, Free, Bouygues, heu, tous ces services-là qui vont en fait vous fournissent la box et vous permettent de vous connecter à des serveurs. Et donc ces personnes-là, ces organismes-là, ces sociétés-là ont une forme de responsabilité vis-à-vis du contenu. Mais cette responsabilité-là est extrêmement limitée puisque et en fait, dès le moment où internet a commencé à se développer en Europe, on s'est dit, si on veut que ce soit une activité qui se développe beaucoup, puisque c'est une activité qui a un gros potentiel économique, il ne faut pas trop responsabiliser, les intermédiaires. Ce qu'on appelle en fait des intermédiaires techniques. Et au terme d'intermédiaires techniques, principalement, on a les fournisseurs d'accès internet et les hébergeurs,
qui ont des régimes de responsabilité limités. Donc les FAI, c'est assez simple puisque, ils n'ont aucune réelle obligation. Ils ne sont pas responsables si l'accès qu'ils offrent aux internautes permet l'accès à des contenus illicites. Donc ça, aucune responsabilité là-dessus. C'est l'article L32-3-3 du code des postes et des télécommunications qui vous dit que, en gros, l'utilisateur internet fait ce qu'il veut et que le FAI n'est pas responsable de l'accès au contenu illicite. Elle a éventuellement une obligation, enfin c'est pas éventuellement, elle a une obligation de filtrage ou de blocage, mais qui n'est que rarement appliquée. Très rarement, c'est pour ça que je disais éventuellement. Donc cette obligation de filtrage et de blocage, elle est prévue à l'article L336-2 du code de la propriété intellectuelle. Et en fait, le problème, c'est que l'obligation de filtrage ou de blocage, c'est bloquer l'accès à un site internet qui met en place du contenu illicite, qui délivre du contenu illicite. Et donc ça, c'est le FAI qui s'en occupe. Pour autant, pourquoi est-ce qu'on l'applique très rarement? C'est qu'elle doit être strictement nécessaire à la préservation des droits de propriété intellectuelle, mais en plus de ça, elle doit prendre en considération les autres droits et libertés fondamentales en cause. Donc d'un côté, on a la préservation des droits de propriété intellectuelle, qui sont défendus par cette disposition, mais pour que cette disposition s'applique, de l'autre côté de la balance, dont je vous ai parlé, la fameuse balance des intérêts entre droits fondamentaux, entre guillemets, cette balance des intérêts, de l'autre côté, on va avoir le droit à la vie privée de l'utilisateur, le droit de communication, la liberté d'expression et la liberté d'entreprise, notamment du site internet, qui partage du contenu illicite. Et donc, forcément, dans cette balance-là, le plus souvent, ce qui va pencher, la balance va nécessairement pencher du côté où il y a le plus de droits en cause. Et donc, c'est pour ça que cette obligation de filtrage ou de blocage ne s'applique que très rarement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette obligation de filtrage ou de blocage, ce n'est pas du tout une action en contrefaçon. C'est quelque chose qui va avec, qui est préalable à l'action en contrefaçon éventuellement, mais ce n'est pas une action en contrefaçon. Donc ce n'est pas un acte qui permet au titulaire des droits de gagner de l'argent derrière avec des dommages et intérêts. C'est quelque chose de préventif. OK? Et donc de l'autre côté, puisque les FAI, on a vu, la seule obligation qu'ils ont, elle est quand même assez, limitée, on a les hébergeurs. Donc les hébergeurs, normalement, je vous l'avais mis sur le slide de la semaine dernière, mais en gros, les hébergeurs, ce sont les personnes sur lesquelles ce sont les services, sur lesquels vous mettez du contenu en ligne et ils n'ont pas d'impact sur le contenu que vous mettez en ligne. Typiquement, YouTube, pendant longtemps, se prétendait hébergeur. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs mettaient du contenu en ligne et que tout le monde pouvait accéder sans que YouTube ait un rôle actif dans la mise en avant de contenu. Donc en fait, l'hébergeur, lui, il n'est pas à l'origine des contenus qui sont placés par les internautes sur leur site. Et ça, en fait, c'est vrai, peu importe qu'il y ait des recettes publicitaires. Ça veut dire que si jamais, bon, voilà, sur YouTube, il y a de la pub, mais le fait que YouTube gagne de l'argent en étant hébergeur ne signifie pas qu'il n'est plus hébergeur parce qu'il gagne de l'argent. Et en fait, le fait de passer de comment on sort du rôle d'hébergeur pour passer au rôle, d'exploitant, d'éditeur pardon, pour passer du rôle d'hébergeur au rôle d'éditeur, eh bien, il faut prouver que la plateforme a un rôle actif dans la mise en avant de certains contenus et un rôle actif dans la connaissance et le contrôle du contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un hébergeur, il n'est plus un hébergeur quand il fait attention au contenu, quand il vérifie le contenu qui est publié sur sa plateforme, quand il choisit de mettre en avant certains contenus selon des critères spécifiques, quand il s'assure que, tel contenu est bien conforme à, je sais pas, sa politique, ce genre de choses, ou à un courant de pensée. Dans ces conditions-là, on sort de la simple notion d'hébergeur pour passer à la notion d'éditeur et si vous devenez un éditeur, vous êtes soumis au régime de responsabilité «traditionnelle» entre guillemets des éditeurs et donc vous êtes susceptible, de faire de la contrefaçon si jamais sur votre plateforme sont publiées des vidéos ou du contenu, illicite. Alors qu'un hébergeur, en réalité, lui, n'est pas responsable des contenus postés par les utilisateurs. Donc, il y a 3 exceptions à cette irresponsabilité. C'est pour ça qu'en droit, on parle de quasi-irresponsabilité des hébergeurs ou de régime de responsabilité restreinte des hébergeurs.
L'exception la plus importante, c'est l'obligation du notice and take down. Et en fait, cette obligation de notice and take down, on l'oppose généralement au take and stay down. Donc le notice and take down, c'est en gros, dès que l'hébergeur est informé du contenu illicite, il doit agir promptement, promptement c'est le terme employé par la loi, pour le retirer ou en rendre l'accès impossible. Donc, dès lors qu'on l'informe qu'il y a un contenu illicite sur sa plateforme, l'hébergeur, il doit agir promptement pour supprimer le contenu. Et pour qu'on le notifie, hein, pour que le notice, ça veut dire qu'il y a une notification, pour qu'on le notifie, il y a un formalisme très particulier, très rigoureux à respecter, donc qui sont prévus dans la LCEN, où il vous faut, et ça je ne sais pas si je vous l'ai noté dans dans l'ancien PowerPoint, mais en gros il vous faut l'identification du notifiant, la description des faits litigieux, le motif justifiant, je le répéterai, hein, le motif justifiant la demande de retrait et la localisation précise du ou des contenus incriminés. Donc la localisation précise du ou des contenus, c'est en gros un lien direct qui vous permet d'accéder au contenu. Typiquement, c'est ce que moi je fais quand sur Teams, je vous mets le lien à disposition qui renvoie au cours de la semaine dernière. Donc je répète, hein, le formalisme de la demande du titulaire de droit, elle doit comporter une identification du notifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites, bah, je suis, titulaire des droits de tel truc. Ensuite, une description des faits litigieux, bah, tel contenu, il met, en œuvre tel droit d'auteur. Motif justifiant la demande de retrait. Donc le motif justifiant la demande de retrait, c'est, bah, c'est de la contrefaçon. Il l'utilise sans m'avoir demandé mon avis. Et ensuite, dernière étape, la localisation précise par hyperlien. Et donc, dans cette hypothèse-là, quand on l'a notifié comme ça, l'hébergeur, il doit agir promptement, ça veut dire qu'il doit agir dans les 2 jours. Et donc, je vous expliquais qu'il y a une distinction entre le notice and take down et le take and stay down. Et en fait, cette distinction, elle est très importante. C'est d'ailleurs là-dessus on va terminer sur la responsabilité en ligne. La distinction entre le notice and take down et le take and stay down, c'est que dans le premier cas, vous avez un titulaire des droits qui vous dit, bah voilà, telle vidéo, utilise, la musique que j'ai créée sans mon autorisation. Supprimer cette vidéo. Notice, la personne demande, take down, enlever le contenu. Alors que le take and stay down, comme son nom l'indique, bah, en fait, c'est, vous avez le même titulaire des droits qui vous dit: «Ça, c'est une vidéo, qui utilise ma musique, donc supprimez la vidéo» et là, on en arrive ensuite à la partie stay down. L'hébergeur doit s'assurer que ce contenu-là ne puisse pas réapparaître et c'est super compliqué. Tout simplement, c'est super compliqué de faire en sorte pour un hébergeur de s'assurer qu'une vidéo ne puisse absolument jamais réapparaître. Alors évidemment, maintenant, on a quand même des systèmes d'algorithmes, tout ça, qui permettent, de reconnaître du contenu. D'ailleurs, YouTube avec, enfin Google plutôt, parce que YouTube, ça appartient à Google, mais Google a développé le système de Content ID qui permet de reconnaître des portions, hem, de contenu protégé par le titulaire des droits et d'empêcher la mise en ligne, voire d'empêcher tout simplement juste la monétisation de ces contenus. Et donc ça fonctionne, alors je ne sais pas si vous le savez, hein, mais ça fonctionne avec un système de strike. Donc vous avez, premier strike, on vous empêche d'avoir la vidéo, de mettre en ligne la vidéo. Au deuxième strike, vous vous prenez un ban temporaire et au troisième strike, vous vous prenez un ban permanent de YouTube. Et ça marche un petit peu pareil sur Twitch où, une fois que la diffusion est terminée, si jamais vous mettez une rediffusion de vos vidéos, Twitch peut supprimer, alors c'est beaucoup plus intelligent ce que fait Twitch, c'est qu'il coupe juste l'audio, des passages qui seraient susceptibles d'être DMCA. Donc DMCA, en fait, c'est l'équivalent du droit d'auteur français, hein. C'est pour dire que, il y a des droits d'auteur américains, du copyright, sur certains passages musicaux et le DMCA, c'est la loi relative aux droits d'auteur dans l'univers numérique. C'est, Digital Millennium Copyright Act, je crois. Voilà. Alors, je vais essayer de terminer assez rapidement parce que le cours de cette semaine est un petit peu dense. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Sur la contrefaçon, sur le droit d'auteur, sur les obligations du responsable de traitement non, responsable de traitement, c'est cette semaine, des hébergeurs ou des fournisseurs d'accès internet.
Votre question, c'est comment on distingue la contrefaçon du droit d'auteur? Eh bah, enfin, le la contrefaçon, c'est le fait de pas avoir le droit et le droit d'auteur, c'est le fait d'avoir les droits. Alors, je suis pas sûr de comprendre correctement votre question. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est comment on fait pour savoir si quelqu'un a les droits pour le contenu qu'il utilise? Ou, ah mais ah d'accord, OK, je comprends votre question. Mais c'est la même chose, en fait. Alors ça, il me semblait qu'on l'avait vu la semaine dernière. Globalement, la contrefaçon, ce sont toutes les atteintes aux droits patrimoniaux de l'auteur et éventuellement, ce que vous avez dit, petit débat sur le droit moral, est-ce que c'est de la contrefaçon ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, ça on s'en fout. En fait, la contrefaçon, c'est l'atteinte au droit de représentation et au droit de reproduction. D'accord? Donc ça, c'est les 2 grosses prérogatives qu'on avait vues, qui regroupent à elles 2 toutes les utilisations possibles d'une œuvre. Et en fait, la contrefaçon, c'est toute utilisation non consentie par l'auteur. Donc la contrefaçon, c'est, par définition, le fait de ne pas demander l'autorisation d'un auteur pour utiliser sa création. Et au-delà de ça, c'est vous ne demandez pas l'autorisation, mais vous ne rentrez pas dans le champ des exceptions prévues par l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qu'on a vu aussi la semaine dernière, je crois. D'accord? Donc en fait, ce que vous comparez, c'est exactement la même chose. Le fait d'utiliser une œuvre sans demander l'autorisation, sans, rentrer dans le champ légal des exceptions et éventuellement, j'en avais parlé un petit peu, cette question de balance des intérêts, blablabla, mais ça, voilà, gardez-le juste dans un coin de votre tête. C'est tous ces actes-là, ce sont des actes de contrefaçon, par définition. C'est juste que, en fait, le problème, quand on n'est pas habitué, au droit d'auteur et qu'on n'est pas habitué au droit tout court, c'est qu'on entend contrefaçon dans les journaux comme des actes de contrefaçon, très spécifiques. Vous allez penser à la contrefaçon de sacs que vous allez acheter sur le marché, à la contrefaçon que vous allez choper sur, Amazon, sur, Wish, enfin tous ces actes de contrefaçon-là. Mais il y a aussi tous les actes de contrefaçon, bah, le piratage, le téléchargement illicite d'un film, c'est de la contrefaçon. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? OK, super. Bon, alors, si tout est clair maintenant, on va pouvoir passer à la séance de cette semaine, de droit des médias et du numérique, c'est-à-dire, la protection des données à caractère personnel. Hop, on va pouvoir passer au slide d'après. Alors oui, normalement, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui a changé, puisqu'on avait en théorie les 2 premières semaines droit d'auteur, troisième semaine droit voisin, quatrième semaine droit des données personnelles. Donc je me suis dit que les droits voisins, on le traiterait que de façon éventuelle à la fin, et qu'on va plutôt faire données personnelles, droit des médias, et si il nous reste du temps, on fera, droit voisin, en plus précisément, droit voisin des éditeurs de presse, dans un premier lieu, et ensuite droit voisin, pour les œuvres audiovisuelles. Et on verra après pour les autres, qui sont un petit peu moins importantes, dans l'objet de ce cours, mais qui restent, utiles au même titre que le droit d'auteur en fait, hein, puisque ce sont des droits voisins qui s'appliquent également dans l'univers numérique. Alors, cette semaine, donc, protection des données à caractère personnel. Alors, pour comprendre les données à caractère personnel, on va faire appel à un concept un petit peu plus large, qui est le concept d'identité numérique, pour comprendre pourquoi, en fait, on protège les données personnelles. Ensuite, je vous expliquerai, mais je pense, en fait, que vous avez déjà beaucoup de bases là-dessus, mais cette prolifération des données à caractère personnel et quels sont les risques liés à cette prolifération des données à caractère personnel. Attendez, je vais rapprocher le micro, on va faire en sorte qu'il ne rentre pas dans le champ. Voilà, c'est mieux. Donc, quels sont les risques liés à cette prolifération des données à caractère personnel? Comment on va protéger, en conséquence, ces données? Et quelles sont les limites, tant juridiques que factuelles, techniques, de la protection des données à caractère personnel? Alors, on est parti sur l'identité numérique. Alors attendez, non, vous savez quoi? Je vais revenir un cran en arrière. D'ailleurs, il faut que je vérifie un truc, il faut que je vous empêche, hem, de modifier, je crois. Il faut que je vérifie ça. Détail de la réunion. Non, c'est pas détail de la réunion. Où est-ce que c'est? Hem, options de la réunion, voilà. Qui peut présenter? Moi uniquement. Voilà. Alors, normalement, en tout cas, c'était le cas pour les étudiants de Nantes, vous avez une vague idée de ce qu'est l'identité numérique d'une personne. Alors,
Est-ce que quelqu'un parmi vous peut se tenter, voilà, tenter sa chance et de me donner une définition de ce qu'est l'identité numérique d'une personne? C'est pas du tout, une question piège ou je sais pas quoi, hein, c'est juste pour voir s'il y a besoin que je rentre un petit peu dans les détails ou pas. Alors, l'adresse IP fait partie, c'est une composante de l'identité numérique d'une personne, effectivement, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais ça reste une composante, effectivement. OK, ça c'est une définition beaucoup plus conséquente, c'est très proche de la définition exacte, effectivement. Ensuite, j'ai vu une main levée, donc je sais pas qui a levé la main, je vous écoute. OK. Alors, vos les 2 définitions que vous donnez sont en fait très similaires, elles sont vraies, mais il y a un truc, en fait, c'est normal que vous y pensiez pas, hem et dans la définition que je vais vous donner, vous allez je suis même pas sûr que vous compreniez la distinction que je vais opérer. En gros, la définition je vois qu'il y a une autre main levée, je vous écoute sur l'autre main levée. Alors donc, vous avez l'ensemble des données que vous cédez volontairement et l'ensemble des données cédées, les des données que vous laissez. Donc, ce sont des éléments de définition de l'identité numérique qui sont corrects. Également, le fait que ce soit volontaire ou pas, ça a un impact, on va le voir. Notamment, enfin, c'est la question du consentement, hein, dans les données personnelles qui est très importante. Et moi, la définition que je vais vous donner, elle est simple. Elle est presque aussi simple que la vôtre, mais il y a un petit truc en plus puisque, en gros, l'identité numérique, c'est l'ensemble des informations relatives à une personne physique disponible dans le panoptique numérique. Alors, est-ce que vous voyez alors je répète, hein, c'est l'ensemble des informations relatives à une personne physique disponible dans le panoptique numérique. Donc ça, c'est ma définition, hein, heu, c'est si elle vous plaît pas, c'est pas grave, hein, mais est-ce que vous voyez déjà la différence ou pas entre ce que moi je dis et ce que vous avez dit? Alors je vais pas en fait, je vous pose la question, mais je vais pas vous laisser répondre. De tous les éléments de définition que vous avez donnés, à chaque fois, il y avait cette idée que l'identité numérique, c'était les traces qu'on laissait, que moi je laisse. Mon identité numérique, ce sont les traces que moi je laisse à mon sujet. Alors que dans la définition que je donne, ce sont toutes les informations disponibles à mon sujet. Et dans la réalité, énormément d'informations à mon sujet ne sont pas de mon fait. Est-ce qu'il y a une diapo pour la définition? Oui, ça doit être sur le slide d'après. C'est juste que je voulais pas que vous y ayez, pardon, accès, avant que je vous donne la définition. Voilà, elle est là. Et d'ailleurs, encore une fois, hein, le PowerPoint est disponible sur Teams, heu, si jamais vous voulez avoir accès à toutes les diapos en avance. Et donc il ne faut pas oublier que dans votre identité numérique, il y a une part que vous contrôlez, mais il y a aussi une part que vous ne contrôlez pas. En tout cas, pas directement. Il y a des informations qui vont transparaître sur lesquelles, vous n'avez pas eu de contrôle au moment où elles sont apparues. OK? Donc ensuite, on va rentrer un petit peu dans de la sociologie. Alors je ne suis pas spécialiste de la sociologie, je crois que vous avez eu dans un cours de sociologie du numérique, mais, hem on va faire un petit peu de sociologie. Donc globalement, on a 3 composantes de l'identité numérique. On a l'identité déclarative, l'identité agissante et l'identité calculée. Alors, je crois que je vous ai mis, voilà, les 3 bouts de définition, à quoi correspondent ces 3 composantes. Donc déclarative, c'est ce que vous mettez en ligne. Voilà, globalement, c'est ce dont vous parliez quand vous donniez votre définition de l'identité numérique. On a l'identité agissante, qui est le relevé explicite des activités de l'utilisateur par le système. Typiquement, ça va être, quand sur Facebook, vous likez un truc, bah, on a l'information agissante, c'est, bah, machin a liké tel truc ou machin et machin sont devenus amis ou machin follow machin, enfin, tous ces éléments-là, ce sont, des éléments agissants. D'accord? Et enfin, on a l'identité numérique calculée et donc ça, en fait, c'est une identité algorithmique, hem comment on peut expliquer ça? Puisque là, je vous ai donné la définition donnée, donc par Fanny George dans sa thèse, je crois, hem, qui vous dit que ce sont des variables quantifiées produites d'un calcul de système. Et en gros, c'est quoi? C'est le côté prédictif de l'identité numérique. C'est l'idée qu'à partir d'éléments,
d'informations, de données qui vous concernent, on peut prévoir, anticiper certains éléments de votre personnalité. Et en fait, pourquoi je vous parle de ces éléments-là? Parce que, alors, au niveau du web 1.0, alors vous étiez peut-être trop jeune pour avoir connu ça, mais l'identité déclarative, c'était le point central de l'identité. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore conscience du potentiel des données à caractère personnel, on n'avait pas encore ni même les outils pour, utiliser l'identité agissante, et donc les données disponibles, c'était celles que vous mettiez en ligne, c'était, votre blog sur lequel vous divulguiez des informations, c'était les forums sur lesquels vous divulguiez des informations. Tous ces éléments-là, c'était ça le cœur de l'identité numérique. Sauf qu'avec le web 2.0, et donc en fait, globalement le web des réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire Facebook, qui en fait était plus ou moins le premier. Ah non, il y a eu MySpace avant, mais bref. Avec MySpace, Facebook et les réseaux sociaux un peu plus contemporains, un peu plus particuliers, type Snapchat par exemple, tous ces réseaux sociaux-là fonctionnent non plus sur l'identité déclarative, mais sur les 2 autres critères de l'identité numérique, à savoir l'identité agissante et l'identité calculée. D'accord? Est-ce que jusque-là vous me suivez? OK. Alors, donc, si on reprend la définition que je vous ai donnée de l'identité numérique et qu'on la transforme, ça veut dire qu'en fait, l'identité numérique, c'est l'ensemble des revendications qui sont faites par un sujet à propos de lui-même, mais aussi à propos d'un autre sujet. Donc, je répète cette définition, parce que cette définition est assez importante. L'identité numérique, c'est un ensemble de revendications faites par un sujet numérique à propos de lui-même ou à propos d'un autre sujet numérique. Ah bah, je vous l'ai mis dans le PowerPoint, voilà. Et en fait, pourquoi cette définition-là, elle est importante? Parce que c'est la première définition de l'identité numérique qui existe, puisque l'identité numérique, c'est un concept qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Kim Cameron, voilà, dont je vous ai noté en fait, et il a fait un article sur les lois de l'identité en ligne. Donc cet article, vous pouvez y avoir accès, gratuitement, et il vous explique les fondamentaux de l'identité numérique. En fait, à partir de tous ces éléments de définition dont je vous parle, on comprend qu'en fait, l'identité numérique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est des questions, en fait, l'identité numérique répond à des questions simples, mais dont les réponses sont compliquées. Parce que, par exemple, les questions auxquelles répond l'identité numérique, c'est bah, comment est-ce que je m'assure que la personne avec laquelle j'interagis est bien celle qu'elle prétend être? Ou comment je peux contrôler les informations liées à ma vie numérique? Comment je peux m'assurer que personne n'utilise ces informations à mauvais escient ou utilise ces informations sans mon consentement? Donc toutes ces questions-là, sont quand même les réponses sont extrêmement compliquées à donner, et c'est pour ça que je voulais passer par le concept, pardon, d'identité numérique pour vous parler plus précisément des données à caractère personnel. Mais on va continuer sur cette notion d'identité numérique, puisque l'identité numérique et en fait, les données qui vous concernent, hem, l'identité numérique, elle est tributaire de plusieurs facteurs qui sont eux-mêmes interdépendants. Et si on devait résumer tous ces facteurs, ce serait de dire que plus l'univers numérique s'étend, plus l'identité numérique d'une personne se densifie. En gros, plus votre vie en ligne est importante, plus il y a de données à votre sujet. Et plus il y a de données à votre sujet, plus il est important de protéger ces données. Et donc, plus le régime juridique de la protection de ces données se doit d'être conséquent. Et pour comprendre ça, et là en fait on est aussi un petit peu toujours dans de la sociologie, mais il faut bien comprendre que l'utilisation du numérique, elle est dépendante de son acceptation par la société. Si jamais les gens se disaient: «Ouais, internet, j'aime pas ça, je veux pas m'en servir». Si on avait 7 milliards de personnes sur terre qui se disaient: «Internet, j'aime pas ça, je veux pas m'en servir», des données personnelles numériques, il y en aurait quasiment pas. Or, c'est pas ça qui se passe. Il se passe que, les gens, depuis le web 1.0 jusqu'au web 2.0, les sociétés les sociétés, notamment les GAFAM, ont obtenu cette confiance de la population et maintenant même des États, ils ont obtenu la confiance de la population, ce qui a permis de faire grossir le champ des données personnelles.
et donc faire exploser le contenu et les fonctions de l'identité numérique. Et en fait, pourquoi l'identité numérique c'est important? Bah, je pense que le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est celui du scoring social chinois. Est-ce que est-ce qu'il y en a parmi vous, il y a quelqu'un qui sait ce qu'est le social scoring chinois? D'accord, alors effectivement, il y a une note, mais quelles sont les conséquences de ces notes? Effectivement, alors j'ai cru qu'il y avait une autre main levée. S'il y a une dernière main levée, il y a pas de hésitez pas. Ouais. Alors, c'est bien. Je vois que vous êtes bien renseigné sur le sujet, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter un petit peu, il y a plein de sujets qui sont liés aux données personnelles, dont on va pouvoir discuter. Quitte à prendre du retard, c'est pas grave, faut aussi que le cours, soit intéressant. Mais oui, en fait, le système de social scoring ou de scoring social, chinois, il est fondamentalement très important puisque il vous explique, c'est même pas une explication, c'est un exemple, c'est un archétype de système de surveillance de masse par le biais des données à caractère personnel. Parce que bon, bah, voilà, ils ont, les caméras dans la rue, ils ont aussi, alors ça c'est un détail qui n'a pas du tout d'importance dans ce cours, mais pourquoi le système fonctionne si bien en Chine? C'est parce que, culturellement, historiquement, ils ont, hem, ça fait des alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Alors on va pas on va pour pas donner de date, aléatoire, on va dire que ça fait très longtemps que le système, social chinois est habitué à cette forme de justice privée, de l'exclusion de la société, de mettre quelqu'un au ban de la société parce que, il ne respecte pas, ou il n'est pas un citoyen modèle. Et en fait, ça, c'est un truc qui existe en Chine depuis très longtemps et le social scoring, l'utilisation du numérique, pour ce système de surveillance de masse n'est en fait en somme, qu'une espèce de continuité logique d'un système qui est, très ancien dans, heu, en Chine. Mais il s'avère malgré tout que, ça reste quand même un truc au niveau des droits fondamentaux, hem, tel que les occidentaux le conçoivent, c'est quelque chose qui n'est pas très respectueux des droits fondamentaux. Bref, tout ça pour dire que l'identité numérique, là sur le lot de données qu'on a, par rapport à des personnes, peut avoir un impact extrêmement nocif sur les droits et libertés fondamentaux. Et on reviendra sur d'autres exemples, assez contemporains aussi, puisque en fait là je vous parle du système de social scoring chinois, mais, pour pas faire de jaloux, aux États-Unis, ils ont exactement le même système pour les crédits bancaires. Et bon, et je veux pas dire, mais il y a beaucoup moins de gens qui se plaignent que, toutes les traces de transactions, concernant une personne, sont enregistrées, gardées et que c'est un algorithme pur et dur qui va juste décider, quel est le taux de votre crédit, est-ce qu'on va vous autoriser un crédit, ce genre d'éléments. Et c'est pareil avec la justice prédictive qui fonctionne sur la base de données à caractère personnel, également sur la base de jugements, mais ça, on va pas trop s'attarder là-dessus, même si c'est un sujet intéressant. Bref, plus c'est interactif, plus l'identité numérique peut se développer et donc plus la protection est importante. Et c'est ce que je vous disais, plus il y a d'éléments concernant plus il y a de données concernant une personne, plus il y a de risques, non pas de révéler ce qu'est l'utilisateur, mais de prévoir ce qu'il sera. Et c'est ça, en fait, le gros risque autour des données à caractère personnel, parce que, en fait, savoir ce qu'est l'utilisateur, c'est déjà trop tard, on le sait. Maintenant, il y a tellement de données à votre sujet et que vous révélez, ou que vous avez révélé de façon volontaire ou non, mais ce que vous êtes en ligne pour 98 d'entre vous, on sait exactement qui vous êtes, mais le problème, c'est pas de savoir ce que vous êtes, mais ce que vous serez et de, en fait, vous guider dans la construction de ce que vous serez. En gros, et là, c'est là qu'est tout le problème, c'est que le cœur de l'identité numérique, il est algorithmique et pas déclaratif. Et c'est pas la donnée en elle-même que vous fournissez qui est intéressante, c'est son traitement qui est intéressant. C'est le traitement de la donnée qui fait toute la valeur de la donnée. Et pourquoi c'est intéressant? Bah, parce que, pendant un imaginez que vous êtes un petit peu, naïf et vous vous dites: «Bah, attendez, si c'est ça,
Moi, plutôt que d'avoir un profil, algorithmique, je vais essayer de faire un truc, mon identité numérique en ligne, elle va me correspondre, donc je vais blinder mon identité déclarative, je vais donner plein d'informations qui sont véridiques sur moi-même. Comme ça, on va pas prévoir ce que je suis, puisque je serai en constante actualisation de moi-même sur internet. Sauf que ça marche pas comme ça. Plus vous remplissez votre identité déclarative, plus en réalité vous fournissez de données pour l'identité algorithmique et l'identité agissante. Donc, comment limiter l'impact de ces 2 autres con de ces 2 autres éléments, voilà, j'ai oublié le mot, de ces 2 autres éléments composantes, voilà, de ces 2 autres composantes de l'identité numérique, par le droit des données personnelles, c'est ça qu'on va voir. Et cette idée de, prévoir ce que vous allez faire, de vous imposer certains mécanismes de pensée, un autre exemple qui est extrêmement intéressant, c'est l'exemple de Cambridge Analytica. Alors ça, je pense que normalement, vous l'avez tous au moins entendu une fois. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est le cas Cambridge Analytica? Alors c'est une très bonne, c'est un très bon résumé. D'ailleurs là-dessus, alors je me permets de faire une aparté, puisqu'il me semble pour ceux qui ne connaissent pas, le cas Cambridge Analytica, que moi je vais résumer en 5-10 minutes, hein, mais pour ceux que ça intéresse, sur Netflix, il y a un film c'est un documentaire qui s'appelle The Great Hack, je crois. Bref, un film sur, Cambridge Analytica qui explique tous les tenants et aboutissants, du scandale qu'il y a eu autour de ça. Et en fait, comme le disait votre camarade, ce qui était intéressant, ce qui était important à retenir, c'est que, en gros, grâce aux données des utilisateurs Facebook, on a pu, en fait, ce qu'il faut comprendre en termes de politique aux États-Unis, c'est que vous avez des gens qui sont fondamentalement démocrates et des autres qui sont fondamentalement républicains. Et que peu importe ce que vous allez leur dire, ils ne changeront pas d'avis. Voilà. Mais il y a, en fait, une majeure partie de la population qui n'a pas d'opinion, précise, qui est très indécise et donc dont les votes vont varier, en fonction des candidats d'un côté et de l'autre. Et en fait, l'objectif de Cambridge Analytica dans la campagne de pub, c'était de cibler tous ces gens qui étaient dans l'hésitation pour les pousser à voter pour Trump. Et donc comment ça marche? En vrai, c'est super simple, mais il faut énormément de données pour le comprendre. C'est que vous avez donc ce qu'on appelle des profils types. Vous savez que machin, par exemple, il aime bien, je sais pas moi, il aime bien, on va prendre un exemple vraiment, un archétype, c'est honteux que je prenne ça comme exemple, mais vous avez machin, il aime bien les Américains, les grosses voitures et les flingues. Mais on ne sait pas pour qui il va voter. On sait juste qu'il aime bien ces trucs-là. Et on sait que il y a pas mal de gens qui ont ces mêmes éléments-là, qui ont en point commun, on aime bien les voitures, les flingues et les autres Américains. En fait, c'est un archétype parce que ça, c'était la campagne de base de Trump, mais pour que vous compreniez, on va rester dans cet archétype-là. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait des campagnes de pub sur Facebook notamment, avec des éléments qui disaient: «Ouais, Trump, on aime bien ça, ça et ça», alors que, de l'autre côté, ils aiment pas du tout ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'était vraiment, j'allais dire inception, mais même pas, parce que c'était du bourrage de crâne de, «Nous, on a les mêmes valeurs que toi», même si c'est pas vrai en fait. C'est juste, on sait quelles valeurs tu as, on sait que, tu es indécis, donc nous, on va te dire qu'on a les mêmes valeurs que toi et comme ça, on sait que tu voteras pour nous et que tu transmettras éventuellement aux gens dans ton entourage proche, ou plus ou moins proche, ces valeurs-là, puisque tu vas forcément partager cette vidéo, avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et donc ça va leur parler. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs campagnes de pub différentes qui visaient différentes tranches de la population et ces différentes tranches de la population, généralement, ça fonctionne un petit peu comme c'est un peu triste à dire, mais comme du déterminisme social. Et donc, bah, vous avez telle couche de la population, à tel endroit du pays, on va leur donner telle campagne de pub parce qu'on sait que leur goût, c'est ça, 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 ça. Et c'est comme ça que vous faites pencher la balance politique d'un côté ou de l'autre. Et donc ce film sur Netflix qui explique comment ça fonctionne, fantastique, en grande bah, alors je suis désolé, je spoil un petit peu, mais parce que c'est un truc qui me fait énormément rire, qui est le bras droit de la société, donc une nana qui, au début, est à fond dans le truc, qui clairement vous dit: «Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est super, on se fait plein de blé, rien à foutre de ces pauvres pécores, on est là pour faire de la thune». Et puis au moment où elle sent que Cambridge Analytica est dans la merde, fait:
«Attendez, moi je vais donner des informations aux journalistes» et puis hop, retour de veste, retournement de veste complet, où elle fait: «Non, non, moi je suis, lanceuse d'alerte, je suis, Edward Snowden, au féminin» et puis, bah, du coup, vu qu'elle a bénéficié du statut de lanceur d'alerte, elle n'a pas été inquiétée légalement, et maintenant elle est en train de, profiter, allègrement, de tout l'argent qu'elle a gagné grâce à Cambridge Analytica, heu dans des îles diverses et variées, et puis toutes les données de Cambridge Analytica, bien sûr, n'ont pas disparu. On ne sait pas où elles sont. Bref, euh, tous ces exemples-là, c'était juste pour que vous compreniez l'importance. Alors attendez, je crois que j'ai pas beaucoup avancé dans le PowerPoint. Voilà, comme Analytica, voilà, c'est ça. Donc tous ces éléments-là, c'était pour qu'on vous compreniez l'importance de l'identité numérique, mais aussi de vos données à caractère personnel. C'est quoi une donnée à caractère personnel? C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. C'est tout. Ça se résume à ça, et ben, on se rend bien compte que la définition, elle est quand même relativement lapidaire, hein. Le RGPD, au niveau de la donnée à caractère personnel, vous laisse un truc en une phrase, et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tant la donnée à caractère personnel qui est important, c'est le fait que la personne puisse être identifiable. C'est-à-dire que si elle est identifiable, elle peut donc être identifiée directement ou indirectement. Je crois que je vous l'ai mis d'ailleurs, la définition du RGPD. Ouais, c'est bon, je vous l'ai mis. Euh, donc, pas besoin que je vous la répète. Et cette définition de la donnée personnelle et du caractère de personne identifiable est particulièrement intéressante, puisque c'est une définition qui renvoie à cette double fonction de l'identité, qu'elle soit réelle ou numérique, hein, mais cette double fonction de l'identité qui est à la fois mon identité personnelle et de l'autre côté, le rôle d'identification de l'identité. Quand on parle d'identité, on a toujours ce côté bah, identité civile, carte d'identité, voilà, votre nom, prénom, votre adresse, tous ces éléments-là qui vous permettent de vous identifier vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de l'État, de la société, et le côté identité personnelle, qui est une deuxième composante de l'identité, y compris dans l'identité numérique, l'identité personnelle, qui est la manière dont vous-même, vous vous identifiez, comment vous vous considérez en tant que personne. Euh, et donc ces deux éléments-là, ces deux composantes de l'identité, fusionnent dans la notion de données à caractère personnel, puisqu'on va chercher l'identification, et on le verra, c'est aussi la protection de la vie privée à travers le régime des données à caractère personnel. Et donc, ces données à caractère personnel, ça fait quand même un moment qu'on sait que c'est important. Mais l'importance des données à caractère personnel n'a fait que croître. Au début, les données à caractère personnel, on n'en retenait que très peu. Avant le numérique, ça existait plus ou moins déjà, hein, en tout cas avant l'explosion d'Internet, mais on considérait que bah, voilà, le nom, le prénom, l'adresse, tout ça, c'était des données à caractère personnel. Mais on limitait le cercle des données à caractère personnel. Et on a augmenté au fil des années tout ce qui pouvait être considéré comme une donnée à caractère personnel. Et donc, le régime légal des données a lui-même explosé, ce que je vous disais avant. Donc, on a commencé avec la loi du 6 janvier 1978. Ensuite, on a eu une directive en 1995, puis en 2002, et enfin, surtout, élément le plus fondamental de la protection des données à caractère personnel, le fameux règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel, ou RGPD, du 27 avril 2016. Pardon. Alors, je parle un petit peu vite. Est-ce que, pour l'instant, ça va? Alors, la loi du 6 janvier 1978, qui est la loi informatique et liberté, c'est la loi qui, en gros, pose les fondamentaux des données à caractère personnel. Moi, les définitions que je vous ai données, donc de personnes identifiables ou même de données à caractère personnel, ce sont en réalité des définitions qui proviennent du règlement européen. En gros, la loi du 6 janvier 1978 retenait juste que c'est la première loi française relative à la protection des données à caractère personnel numérique. Mais les définitions que je vous donne, ce sont celles du RGPD, puisque ce sont les définitions les plus contemporaines et ce sont les définitions applicables maintenant. Alors, ce que je vous disais effectivement, c'est que donc vous avez 78, 95, 2002, 2016,
Et en fait, pendant toutes ces années, on n'a pas arrêté de faire rentrer des nouveaux éléments dans les données à caractère personnel. On a ajouté, le numéro de téléphone, on a ajouté les données relatives à la santé, on a ajouté également l'adresse IP, il y avait une de vos camarades qui parlait de l'adresse IP, on a fini par l'ajouter. Ce qu'il faut savoir concernant l'adresse IP, je fais un petit détour, mais l'adresse IP au début, on la considérait pas comme une donnée à caractère personnel, heu et maintenant, on la considère comme une donnée à caractère personnel. En fait, ce changement d'optique est assez logique puisque, des adresses IP, chacun de vos terminaux informatiques a une adresse IP. Le PC ou le téléphone sur lequel vous suivez le cours actuellement, a une adresse IP, et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, 20 ans, 30 ans, au moment où on s'est posé ouais, il y a 30 ans maintenant, au moment où on s'est posé pour la première fois la question de: «Est-ce que, une adresse IP, c'est une donnée à caractère personnel?» La réponse était non. Et c'est logique, c'était logique à l'époque puisque sur une seule adresse IP, on pouvait avoir, 5, 6 personnes, un foyer entier quoi, qui utilisaient un seul et même ordinateur. Voire éventuellement, si vous étiez dans un cybercafé, enfin, il y avait l'adresse IP ne correspondait pas à une personne définie. Alors que maintenant, à une époque où tout le monde, a un terminal informatique, enfin tout le monde, quasiment tout le monde a un terminal informatique propre, c'est-à-dire tout le monde a un téléphone, quasiment tout le monde a un smartphone capable d'avoir accès à internet, l'adresse IP de ce terminal-là, c'est bien une information qui permet d'identifier une personne définie. Si jamais on identifie l'adresse IP de mon téléphone, on va bien comprendre que c'est mon téléphone et donc tout ce qui va être fait sur ce téléphone, on va comprendre que c'est moi qui le fais. Sauf à ce que je me fasse voler mon téléphone, mais je préférerais pas. Donc, il faut aussi comprendre que plus, et c'est ce que je vous disais, hein, plus le numérique prend de la place, plus les composantes de l'identité numérique prennent de la place et donc plus on va considérer que, certains éléments sont susceptibles de constituer des données à caractère personnel. Et contrairement à d'autres domaines du droit, vous avez quand même pas mal de lois, de directives et désormais un règlement européen qui a été mis en place. Et le fait qu'il y ait une législation aussi massive sur les données à caractère personnel, c'est aussi une espèce d'aveu de faiblesse, on va dire, parce que ça traduit les difficultés, voire l'incapacité, on pourrait presque dire, pendant longtemps, du droit à protéger et encadrer avec succès les données à caractère personnel, en particulier désormais à l'heure du big data. Et le problème est aussi, alors là, je vais peut-être rentrer dans d'autres débats un petit peu compliqués, mais, dans une décision rendue le 29 juillet 2004, est-ce que je vous en ai parlé là-dessus ou pas? Donc 29 juillet 2004, je crois que je vous en ai pas parlé. Non, c'est pas grave. Donc 29 juillet 2004, ouais, c'est ça. 29 juillet 2004, oui, c'était pour la directive de 2002, donc oui, c'est ça. 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel, il y a, donc c'était relatif à une loi propre aux données personnelles et il y a quelqu'un qui dit: «Ouais, la loi, elle est contraire au principe d'intelligibilité de la loi». Et alors juste, je suis pas sûr, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait le Conseil constitutionnel ou pas? Heu, je suis pas tout à fait sûr. Ou est-ce que vous le savez au moins? J'ai comme un doute. OK. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous ai parlé, vous savez, de cette, hiérarchie judiciaire avec, tribunal, cour d'appel, cour de cassation et puis éventuellement les juridictions européennes ou internationales. Mais dans l'ordre interne, on a une juridiction qui est encore au-dessus, mais qui est un petit peu à part, qui est le Conseil constitutionnel. En fait, le Conseil constitutionnel, hem, comme son nom l'indique un peu, c'est un conseil qui va vérifier que les lois sont conformes à la Constitution, au bloc constitutionnel, aux principes fondamentaux de la République. Et donc, généralement, quand quelque chose arrive au niveau du Conseil constitutionnel, c'est une question abstraite. C'est pas, enfin, ça sera pas, Patrick Balkany, il peut pas faire appel devant le Conseil constitutionnel. Tout ce qu'il peut dire, c'est, telle, loi relative, à l'évasion fiscale, est contraire à un des principes, fondamentaux de la République ou à une tel article de la Constitution. Bref, le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de vérifier que les lois sont conformes à la Constitution et aux principes liés à la Constitution. Et parmi ces principes liés à la Constitution, on a
un principe qui s'appelle l'intelligibilité de la loi, qui veut dire que la loi doit être claire. Voilà, tout simplement. La loi doit être claire. Et donc, il y avait une loi relative aux données personnelles qui arrivait jusque devant le Conseil constitutionnel, et l'argument qui était soulevé, c'était de dire que, bah, l'ensemble du texte lié, à la protection des données à caractère personnel souffrait d'une opacité. Donc c'était pas clair. Et le Conseil constitutionnel vous dit: «Bah, en fait, c'est pas opaque, c'est compliqué». C'est compliqué, mais on peut pas faire plus simple, en fait. Ce que vous dit le Conseil constitutionnel, c'est compliqué, mais d'un autre côté, le droit des données personnelles, c'est compliqué, le traduire dans des termes juridiques, c'est compliqué et par conséquent, on peut qu'avoir une loi qui est compliquée. Donc ce n'est pas opaque, c'est compliqué. Et pourquoi je vous parle de ça? Bah, tout simplement pour que vous compreniez, en fait, c'est aussi une amorce d'un truc qu'on verra un peu plus tard, c'est que le droit des données à caractère personnel, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, tant sur la forme que sur le fond. Et que les difficultés liées à la forme traduisent avant tout des difficultés liées au fond. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui sont les membres du Conseil constitutionnel? Ça, normalement, vous devriez avoir un vague souvenir de vos cours de quatrième. OK. Non, non, mais j'attendais surtout les anciens présidents, parce que ça me fait beaucoup rire. Il y a plus grand monde maintenant au Conseil constitutionnel, mine de rien. Heu et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, pour saisir le Conseil constitutionnel, je rebondis, il faut faire ce qu'on appelle une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité. Voilà, bon ça c'est pour votre culture, ce sera pas du tout, Juppé et Fabius. Mais vous parlez pas des anciens présidents, rassurez-moi. C'est pas des présidents ça. Il me semble effectivement, mais je suis pas sûr. Bon, je regarderai à la pause. Je vous avoue que moi, c'était surtout, j'avais très envie de rigoler sur les anciens présidents parce qu'il en reste, pas beaucoup, en vie malheureusement et puis que, dans les 2 qui restent, et qui sont encore, sains d'esprit, heu, il y en a un des 2 qui à mon avis, va pas pouvoir, siéger très longtemps. Il y en a un, qui va pas pouvoir siéger et l'autre qui a refusé, je crois. Enfin bref, hem on n'est pas là pour se moquer, des anciens présidents, c'est beaucoup trop facile. Donc on va passer à la suite, il nous reste 5 minutes avant la pause. Hem, on va continuer donc sur les données personnelles. Je vous parlais donc de la valeur économique. Si vous avez lu un petit peu des articles sur les données personnelles, si vous avez entendu des trucs à la radio sur les données personnelles, il y a une expression insupportable qui revient, mais tout le temps, qui est de dire que les données personnelles, c'est le nouvel or noir, du numérique. Parfois même, on va vous dire que c'est l'uranium, du numérique. Et effectivement, c'est une expression qui est super chiante parce que tout le monde l'utilise, mais c'est une expression qui est vraie puisque, bah, les données à caractère personnel, elles sont collectées par les différents acteurs d'internet, hein, les navigateurs, les réseaux sociaux, tout ça, et elles sont traitées ou elles sont revendues afin d'être traitées. Donc c'est ce que je vous expliquais, c'est pourquoi? Bah, c'est afin de dresser un profil, des utilisateurs, savoir ce qu'il aime, ce qu'il fait, où il va et donc de générer de la publicité ciblée en fonction des utilisateurs. Mais également de générer des statistiques et ce qu'on appelle des profils types. Et à partir du moment où on cherche à générer des profils types, eh bien, ce qui est important, ce n'est plus les données d'un utilisateur bien défini, c'est la concentration, la masse de données, la mise en réseau de l'ensemble des données de beaucoup d'utilisateurs de façon unitaire. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le big data. Donc le big data, avec 3 V, il y a 3 V fondamentaux dans la notion de big data qui est volume, variété et vélocité. Volume, bah, ça veut dire que, on a énormément de données. Variété, ça veut dire qu'on a des données de nature très différente et la vélocité, ça veut dire que on est en constante croissance, que ça augmente, le volume augmente très, très vite. Et donc, grâce à des profils types, grâce à la multiplication des données, on peut créer, voire anticiper le besoin. Et typiquement, c'est aussi l'exemple de Cambridge Analytica qui est d'anticiper, les besoins, mais les besoins politiques en fait, de dire: «Ah vous, vous avez besoin de ça, vous avez envie de ça, donc nous on va vous proposer ça. On va proposer un président qui répond à vos attentes». Voilà, on crée et on anticipe le besoin, on crée aussi l'insécurité et on propose des solutions à des problèmes qui n'existent pas nécessairement et
paradoxalement, hein, quand vous acceptez aussi les conditions d'utilisation de vos sites internet, en tout cas avant le RGPD, il y avait ce côté, on utilise vos données, mais c'est pour les bons fonctionnements du service et en gros de dire: «Ouais, t'inquiète, on va, choper les données relatives, je sais pas moi, les données relatives à ta carte bleue, mais c'est juste pour s'assurer que tu as assez de sous sur ton compte pour, faire telle opération» et dans les faits, c'était pas nécessairement toujours le cas. Ce sont des archétypes, hein, que je vous donne, mais avant le RGPD, on avait un espèce de manque d'information des utilisateurs de la donnée. On leur disait: «On va utiliser la donnée dans tel but» et en fait, le but était tellement vaste, tellement flou que, sous couvert du bon fonctionnement du service, en réalité, les données étaient captées et traitées à des fins purement pécuniaires. Mais et ça, c'est un truc qu'on verra un petit peu après, enfin qu'on verra juste après la pause. Hem, depuis le début, je crache pas mal sur, l'utilisation des données à caractère personnel en disant: «Ah, c'est pas bien, profilage, micro-profilage, social scoring, surveillance de masse, blablabla». Mais il faut aussi comprendre un truc, c'est que, c'est une économie à part entière. L'économie de la donnée personnelle, c'est le cœur de l'économie du numérique, avec maintenant la croissance de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, c'est de la merde. C'est scandaleux, bref, je m'égare. Hem, les données à caractère personnel, c'est le cœur de l'économie du numérique et cette économie numérique, elle est un petit peu comme pour le droit d'auteur, vous avez le modèle états-unien et le modèle européen et vous avez 2 modèles complètement différents qui s'opposent, des modèles économiques, des modèles de pensée qui s'opposent. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un équilibre à rechercher, un équilibre à préserver entre les différents intérêts qui sont en jeu, les intérêts des acteurs, les intérêts des utilisateurs, les intérêts des États, et que l'équilibre entre tous ces éléments est très fragile, très difficile à trouver, et c'est aussi pour ça que, le régime des données personnelles est aussi complexe et que depuis, maintenant plus de 30 ans, 40 ans, on a beaucoup de mal à faire en sorte que, ce soit stable et qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Alors il est 14h29, avant de partir sur, la recherche d'un difficile équilibre entre les intérêts divergents, on va prendre 5 minutes de pause, donc on se retrouve à 14h35. Si vous avez des questions, moi je reste là et puis si vous en avez pas, je vous dis à dans 5 minutes. Alors, on va pouvoir reprendre. On va reprendre en disant qu'effectivement, votre camarade avait raison. Je vais le vérifier. Juppé et Fabi sont bien, membres du Conseil constitutionnel et de toute manière, les 2 présidents dont je vous parlais ne sont pas membres du Conseil constitutionnel. Sarkozy ayant, décidé de ne plus en faire partie et François Hollande n'en ayant jamais fait partie, ayant refusé dès le début d'en faire partie. Voilà, on verra ce que notre actuel président décide à la fin de son mandat. Qui, à mon humble avis, ne sera pas reconduit. Mais c'est une autre question. Donc, j'en étais à la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents. Et c'est ce que je vous disais. Alors attendez, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon, j'ai réactivé le micro ici, j'ai réactivé le micro là. Oui, c'est parfait. Donc, intérêts divergents, lesquels? Eh bien, déjà, ce que je vous disais, les acteurs, Facebook, Google, Apple, toutes ces sociétés-là ont un intérêt économique dans l'utilisation des données personnelles. Les utilisateurs ont aussi nécessairement un intérêt dans l'utilisation ou la non-utilisation de leurs données à caractère personnel. Pardon. Et les États ont également un intérêt dedans. C'est, principalement une question qu'on appelle la question de la souveraineté numérique. C'est aussi la question de la gouvernance d'internet, hein. Comment on s'assure que, un État peut faire respecter son autorité sur internet. Toutes ces questions-là relèvent aussi de droit du numérique, mais la souveraineté numérique, on ne va pas en parler parce que c'est un petit peu trop distant par rapport à votre cours. Mais, oui, donc c'est ce que je vous disais, hein, les données, elles ne servent pas qu'à faire des profils prédictifs. Elles peuvent également servir, bah, notamment à optimiser l'interactivité des applications que vous utilisez et donc améliorer l'expérience utilisateur. Hem, certaines applications, pour fonctionner correctement, elles ont besoin de connaître votre emplacement géographique, de connaître votre environnement. Par exemple, Google Maps, si jamais, vous n'autorisez pas l'accès à votre géolocalisation, elle va avoir beaucoup de mal à servir de GPS. Heu, Instagram, Snapchat, TikTok, pour appliquer tous les filtres de reconnaissance de votre visage, si vous n'autorisez pas l'accès à la caméra et donc à traiter les données relatives à votre visage,
les filtres pour avoir des oreilles de chien, ils risquent de pas marcher correctement. Donc c'est autant d'hypothèses, tout ça sont autant d'hypothèses qui traduisent aussi la nécessité d'utiliser les données personnelles pour que les services fonctionnent bien. Et plus ces données, elles sont précises, meilleur est le résultat. Donc plus vous avez un téléphone qui permet une géolocalisation au mètre près, plus ça va être facile pour Google Maps de vous indiquer le chemin à suivre pour aller à tel endroit. Et donc, on se rend bien compte qu'au-delà de cette critique que je faisais au début, il y a un autre intérêt. Sans compter que les données personnelles, elles peuvent aussi servir d'améliorer la qualité, des services et de rester compétitives. C'est encore une fois le cas de Google Maps ou Waze, qui fonctionne un peu de la même façon. Par exemple, si vous utilisez Google Maps ou Waze dans votre voiture, très simple, hein, vous voyez normalement quand vous utilisez Google Maps, il y a des zones qui sont oranges, il y a des zones qui sont rouges, ce qui traduit qu'il y a des bouchons. Sauf que quand vous êtes dans les bouchons, c'est pas vous qui prenez votre téléphone et qui mettez: Là, il y a des bouchons, il y en a pour à peu près, j'ai mis, 35 minutes à traverser telle zone, donc il y a 30 minutes de bouchons». Non, ce qui se passe, c'est que le téléphone, il transmet la donnée, il vous dit: «Bah, à tel endroit, vous étiez à tel, instant, vous étiez à tel endroit et puis 30 minutes plus tard, vous êtes arrivé à tel endroit. Donc ça veut dire qu'il faut 30 minutes pour faire ces éléments-là, donc ça correspond à tant de trucs de bouchons». Et ça, c'est donc l'utilisation de vos données personnelles qui est traitée, données personnelles qui sont traitées et qui ensuite permettent d'améliorer le service en disant: «Bah, voilà, là, il y a des bouchons». Ou alors de dire: «Ah bah tiens, là, il y a un radar». Voilà, ce genre d'éléments-là. Alors pour le radar, c'est manuel, il me semble, en tout cas, enfin pour les zones de risque, je crois que ça s'appelle, parce qu'on n'a plus le droit d'indiquer qu'il y a des radars sur la route, mais vous avez le droit de dire qu'il y a des zones de risque. Donc ça, voilà, c'est aussi une manière d'améliorer le service, de faire en sorte que le service reste compétitif et donc de permettre à des sociétés de survivre ou de prendre un avantage commercial sur d'autres sociétés. Et au-delà du simple fonctionnement de l'application, les données récoltées, elles permettent parfois aussi d'améliorer la sécurité des utilisateurs. Par exemple, quand vous avez, je sais pas moi, quand vous avez une Apple Watch, les dernières Apple Watch, il y a quelques cas aux États-Unis comme ça, dans des articles de journaux qu'on a pu lire, où, votre montre, elle surveille votre rythme cardiaque. Si jamais vous faites de la fibrillation, la montre, elle appelle directement les secours et elle les envoie à la localisation de la montre. Utilisation des données personnelles pour aider la personne concernée. Donc, il faut bien comprendre que les données personnelles, c'est pas qu'un truc qu'on veut garder pour soi et empêcher complètement l'utilisation des dites données personnelles. Et au-delà de ça, c'est ce que je vous disais, surtout l'intérêt économique des données personnelles. Puisque tout le modèle économique du web 2.0 et du web un petit peu 3.0 avec les objets connectés, l'arrivée de la réalité augmentée, type Pokémon Go et cetera, Snapchat qui est de la réalité augmentée, même Lego maintenant se met à la réalité augmentée, bref, fonctionne sur la base de la captation, du traitement des données à caractère personnel. Et donc derrière cette utilisation, il y a une autre liberté fondamentale qui se met en œuvre, qu'on appelle la liberté d'entreprendre. Et donc cette liberté d'entreprendre, qui est une liberté fondamentale, c'est la liberté aussi d'exercer une activité économique ou commerciale, et c'est la libre concurrence. Donc derrière l'utilisation des données à caractère personnel par les sociétés, il y a la liberté d'entreprendre, il y a la liberté d'exercer une activité économique et commerciale, il y a la liberté contractuelle aussi qui dépend de cette liberté-là. Donc les contrats de CGU, par exemple, c'est cette liberté contractuelle, l'utilisation gratuite de vos données à caractère personnel, enfin gratuite, de vos données à caractère personnel et la libre concurrence. Et il faut bien comprendre que tous les investissements, toute la recherche, liée au numérique, au développement du numérique, elle provient principalement des revenus colossaux générés par le traitement des données des utilisateurs. Si Facebook, est aujourd'hui une société cotée en bourse qui vaut des milliards, qui peut se permettre d'investir des milliards aussi, dans le développement de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Pareil pour Google, pareil pour Microsoft. C'est aussi parce qu'il y a captation, revente des informations liées aux utilisateurs, que toute cette économie-là permet de faire avancer, le domaine du numérique dans son ensemble. Et cette gratuité apparente, en fait, le fait que vous ne payez pas, avec de l'argent,
C'est ça le modèle économique. C'est vous ne payez pas, sauf que les sociétés, elles ont besoin d'argent pour ne serait-ce que survivre, hein, pour que, il y ait des serveurs qui fonctionnent, pour qu'il y ait des gens qui développent vos applications, vos filtres, tout ça. Il y a des gens qui ont besoin de manger, il y a des gens qui ont besoin de salaire et le salaire, il provient de l'utilisation des données à caractère personnel. Et ça, c'est un truc aussi, je sais pas quelle est votre opinion sur la question, mais il y a très peu de gens qui, dans les faits, seraient prêts à payer, pour ne pas transmettre les données personnelles. Dire: «Bah, OK, si au lieu d'utiliser un service gratuitement en échange de mes données personnelles, je devais payer 15 € par mois pour utiliser, Facebook, je sais pas, 15 balles par mois pour utiliser Facebook, mais je sais que mes données, elles restent mes données et que personne d'autre n'y a accès». Il y a eu plusieurs études, plusieurs cas statistiques là-dessus et la plupart des gens, refusent complètement de dire: «Bah non, je ne veux pas payer pour un truc qui a été gratuit pendant 20 piges». Voilà. Donc il faut aussi, voilà, essayer de, heu, mettre en balance, de réfléchir à cet équilibre entre tous les intérêts en présence, notamment et en partie aussi, hem beaucoup plus contemporain comme problème, mais si on n'avait pas toutes les données personnelles, toutes ces données-là, on ne pourrait pas faire du machine learning et on ne pourrait pas avoir, tous ces algorithmes maintenant de deepfake, ou de filtres de reconnaissance faciale aussi, de modification de voix, heu, les outils qui permettent de dire: «Ah tiens, tel produit», quand, vous prenez en photo, par exemple, je sais pas moi, prenez en photo ce téléphone grâce à, votre téléphone et votre téléphone va vous dire: «Ah bah tiens, tel téléphone, c'est tel modèle, telle marque et tu peux l'acheter sur tel site». Ça, c'est pareil, c'est grâce aux données personnelles des utilisateurs que c'est possible, grâce au machine learning qui se nourrit des données des utilisateurs. Et je vous parlais un petit peu plus tôt de l'hypothèse de la sécurité en vous disant: «Bah voilà, plus de données, c'est aussi plus de sécurité pour les utilisateurs», mais paradoxalement, c'est aussi plus de risques indirects. Et donc en fait, c'est cet équilibre-là, cet équilibre très précaire que le règlement général sur les données personnelles, le RGPD, essaye de préserver, tout en favorisant autant que possible la protection de l'utilisateur, des utilisateurs et qu'on appelle en fait dans le règlement européen, les utilisateurs, généralement on va appeler ça des personnes concernées, plutôt que utilisateurs. Alors oui, bien sûr, en fait, la liberté d'entreprendre, alors Hem, comment je pourrais résumer ça? Bon, déjà, je vais vous redonner la définition, classique, c'est-à-dire que la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale. Voilà, donc c'est la possibilité de, lancer une société, de monter une société, hem, de gagner de l'argent, heu, en vendant ou en achetant, des biens, des services et notamment, bah, des données personnelles et en les revendant, en transformant, les produits, en transformant les services. La liberté d'entreprendre, c'est ça, c'est la possibilité de monter une activité commerciale, économique, hem et c'est la libre concurrence aussi. C'est la libre concurrence, bon, ça on s'en fout un peu, mais c'est de dire que l'État n'a pas à ingérer, hem dans la concurrence, tout simplement, entre les sociétés. Elle ne doit pas favoriser une société par aux dépens d'une autre. Par contre, elle peut favoriser les utilisateurs par rapport aux autres sociétés, entre les sociétés, mais elle n'a pas à préférer une société plutôt qu'une autre, sauf, éventuellement cas de nationalisation et encore. Mais retenez juste, en fait, liberté d'entreprendre, c'est la possibilité d'exercer une activité économique, une activité commerciale et donc derrière le développement du traitement des données à caractère personnel, on a la liberté d'entreprendre puisque c'est une activité économique comme une autre, que l'objet de cette activité économique, c'est-à-dire les données personnelles, c'est un objet qui est dans le commerce, par opposition, par exemple, au corps humain. Le corps humain, il est hors du commerce. Vous n'avez pas le droit de vendre vos organes, en France en tout cas. Heu, ce sinon c'est sur le marché noir, mais si c'est le marché noir, c'est que c'est pas légal. Par contre, les données à caractère personnel, elles font partie du commerce, donc vous avez le droit, de développer des services de captation, de traitement de données à caractère personnel. Est-ce que ça répond à votre question? OK. Où est-ce que j'en étais? Alors, ce slide-là, normalement, on l'a terminé. Voilà, responsabilisation des acteurs, tout à fait, c'est ça. Alors la responsabilisation des acteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'arrivée du RGPD, les données à caractère personnel, les acteurs avaient plus ou moins le champ libre.
il y avait quelques obligations évidemment, il y avait quelques interdictions de traiter des données à caractère personnel, spécifiques en fonction, de l'importance qu'elles pouvaient avoir, mais dans l'ensemble, il y avait quand même une grosse liberté, notamment des GAFAM en fait qui, pour la plupart ont fait leur beurre sur, l'utilisation des données à caractère personnel. Et quand les États européens se sont rendus compte que les données à caractère personnel, c'était quand même un truc qu'il faudrait peut-être protéger de façon un peu plus sérieuse, donc on a commencé à réfléchir au règlement européen. Hem, faut comprendre que le règlement européen, il fait 90 pages, il me semble, hein, à peu près. Le temps d'écrire ces 90 pages, de s'assurer que ça faisait un régime cohérent, de faire en sorte que ce soit voté, que ce soit ceci, que ce soit cela, il y a du temps qui s'est passé et donc ce qui s'est passé, c'est que juste avant la création du règlement européen, la Cour de justice de l'Union européenne a commencé, elle aussi, à anticiper ce règlement et à se dire: données personnelles, on va essayer d'être un petit peu plus, protecteur de ces données jusqu'à l'arrivée du règlement». Mais c'est vraisemblablement le règlement européen je vais appeler ça le RGPD parce que ça m'énerve un petit peu. C'est vraisemblablement le RGPD que s'est mis en place un mouvement de responsabilisation des acteurs du numérique visant à limiter l'impact et les possibilités de traitement des données à caractère personnel. Et pour que ça marche bien, on a mis en place un champ d'application matériel très large, mais également un champ d'application territorial très large. Et en gros, champ d'application, pour résumer, ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'un maximum d'actes possibles liés au traitement des données à caractère personnel rentrent dans le champ d'application. Comment je peux expliquer ça plus simplement? En gros, on va avoir énormément d'actes différents liés à l'utilisation des données à caractère personnel qui vont être prévus dans le règlement européen et donc on va soumettre toutes les obligations du règlement. Enfin, on va soumettre ces actes à tout plein d'obligations et donc les personnes qui mettent en place ces traitements-là seront soumis à d'autres obligations pour s'assurer que le traitement est respectueux. Donc ça, c'est le champ d'application matériel. Matériel, c'est les actes qui sont pris en compte dans le règlement et le champ d'application territorial, c'est à quels endroits on va appliquer, le règlement européen puisque tout simplement, le RGPD, il est valable en Europe, mais si jamais, vous êtes de mauvaise foi et que vous dites: «Bah ouais, mais c'est en Europe, d'accord, mais moi mon centre de traitement il est en Russie». Du coup, le RGPD, je m'en fous quoi. Le centre de traitement il est en Russie, c'est pas en Europe. Donc en fait, le champ d'application territorial du RGPD, il est aussi très large. Il va faire en sorte que, à partir du moment c'est ce qu'on appelle des critères de rattachement en droit, c'est on va essayer de mettre en place tous les critères de rattachement possibles pour appliquer le droit européen. Et tous les critères de rattachement, c'est quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a une personne concernée, donc un utilisateur qui est européen, peu importe où est le traitement, on va appliquer le règlement européen. Dès que, le centre de traitement, il est dans l'Union européenne, on va appliquer le règlement européen. Dès qu'une des sociétés a une filiale dans l'Union européenne, on va appliquer le règlement européen. Si jamais vous voulez ensuite, vendre vos données à, je sais pas, aux États-Unis, à la Corée du Nord si ça vous amuse, on va s'assurer que le pays en question protège au moins autant les données personnelles que le règlement européen. Et donc ce champ d'application territorial, il est aussi très large de façon à protéger autant que possible les personnes de l'Union européenne. Ouais, j'ai un petit peu avancé dans ce que je voulais dire, c'est pas grave. On va revenir rapidement sur le champ d'application matériel. Hem Attendez, je vais juste vérifier votre PowerPoint. Oui, c'est ça, voilà. Donc, on va parler un petit peu de la structuration. La structuration, c'est assez simple à comprendre, enfin, je pense. Si jamais vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à me le dire. Mais, globalement, il y a 2 types de données. Il y a les données qu'on appelle les données structurées et les données non structurées. Les données structurées, ce sont des données dont l'ensemble des variables, des réponses qui sont possibles sont définies. Par exemple, si jamais vous devez, donner votre âge, voilà, votre âge, on est d'accord que, ça va être compris entre, on va dire 0 et allez, si vous vivez très vieux, 120 ans. Vous avez un ensemble de réponses possibles qui sont prédéterminées sur, votre carte, d'identité ou sur un site internet. Sur la plupart des sites internet, quand on va vous demander votre sexe, vous n'allez avoir que 2 possibilités possibles: homme ou femme.
en dehors de toute considération, pour, les identités de genre et cetera, pour l'instant, dans la plupart des sites internet, il y a que ces 2 possibilités-là et aussi sur votre carte d'identité pour l'instant. Mais tout ça pour dire que ces données où, voilà, les réponses possibles sont prédéterminées, ce sont des données structurées. Maintenant, il y a des données qui ne sont pas structurées. Les données non structurées, le plus simple, exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple d'un tweet. Le contenu d'un tweet, les, 256 caractères, je crois, que vous pouvez écrire, le contenu n'est pas prédéterminé. Il y a une infinité de messages différents et donc d'informations différentes qui peuvent être contenues dans ce tweet. Jusque-là, on est d'accord. Il y a, voilà, et donc ça, c'est une donnée non structurée et le RGPD vous dit que la structuration de données rentre dans le champ d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre contenu d'un tweet peut être, est une donnée à caractère personnel. Et pourquoi maintenant on considère que la structuration est une donnée à caractère, enfin, le traitement, donc attendez, je suis en train de me perdre. Pourquoi est-ce qu'on considère que la structuration est un traitement soumis au RGPD? Tout simplement parce que désormais, on a des algorithmes qui sont capables de traiter ces données non structurées, de les structurer et donc de générer de la valeur commerciale à partir d'une donnée qui n'était à la base pas structurée. Est-ce que c'est à peu près clair? Parce que j'ai l'impression de m'être un petit peu perdu dans mes explications dans le milieu, donc si c'est pas clair, n'hésitez pas. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça parce qu'on peut le traiter. On peut traiter ce tweet qui est à la base une donnée non structurée. Maintenant, on peut, on peut le traiter, donc ça a de la valeur. Mais en vrai, est-ce que ça non, clairement, ce sera pas un truc qui sera au partiel. Voilà, je spoil, donc oubliez cette idée de traitement, enfin oubliez cette idée de structuration puisque, c'est peut-être un peu trop compliqué, à votre niveau de si je mes explications sont pas ouf, donc on va oublier cette idée de traitement, par le biais de la structuration. Autre élément important, la question de l'anonymat. En gros, le RGPD vous dit que le règlement ne s'applique pas si les données sont anonymes. Et une donnée anonyme, c'est quoi? C'est une donnée où on ne peut absolument jamais réidentifier la personne à qui appartient cette donnée. C'est une définition assez simple et le problème, c'est que, bah, ça ne marche pas. En fait, ce cas d'exclusion d'application du RGPD est un cas d'exclusion qui, en réalité, est factice, puisque, à l'heure actuelle, on a tellement de données différentes que même les données qui sont en théorie anonymisées, hem, le croisement de ces données-là avec d'autres données permet nécessairement la réidentification de la personne. Et donc cette exclusion-là, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ce cas d'exclusion n'existe en pratique pas. Et la grande question, c'est est-ce que ça a été fait exprès ou est-ce que, c'est encore une fois, le système juridique qui est en retard, qui raisonne comme en 2005-2006 où effectivement il y avait beaucoup moins de données et où certaines données pouvaient être anonymes? Ou est-ce que, c'est au contraire cette fois-ci, une manière de dire: «Oui, non mais on ne s'applique pas à tout. Regardez les données anonymes, on s'y applique pas, mais en fait, vu que les données anonymes n'existent pas, on s'applique à peu près à toutes les situations». Donc on va plutôt s'intéresser désormais à, la multiplicité des acteurs visés. Alors, il faut bien comprendre que les personnes, les sociétés qui sont visées, elles sont pas définies en tant que sociétés. Il y a une personne, une catégorie de personnes spécifiques à qui s'applique le règlement européen, qui est qu'on appelle les responsables de traitement. Et pourquoi on vise les responsables de traitement? Parce que, bah, c'est eux qui sont responsables du traitement. Et les traitements, ce sont tous les traitements possibles de la donnée personnelle. C'est-à-dire le simple fait de collecter de la donnée, c'est un traitement. Le fait de diffuser des données à caractère personnel, c'est un traitement. Le fait de, croiser des données à caractère personnel, c'est un traitement. Le fait de vendre des données à caractère personnel, c'est un traitement. Le fait d'acheter des données, c'est un traitement. Enfin bref, le responsable de traitement, donc, c'est la personne qui va décider de la finalité du traitement et du traitement en lui-même. Et donc ça peut être une personne physique, vous, moi, ou une personne morale, aussi, alors je crois que je vous l'ai donné, oui, je vous ai donné tous les organismes qui peuvent être, des responsables de traitement
Et au-delà de ces responsables, on a ce qu'on appelle les sous-traitants. Et donc, le sous-traitant, c'est celui qui agit sous la responsabilité du responsable de traitement. Et donc, en fait, la responsabilisation du sous-traitant, elle a un objectif très clair, qui est d'éviter des stratégies de contournement. Tout simplement en disant: «Mais c'est pas moi qui traite la donnée, c'est machin et donc, puisque c'est machin qui traite la donnée, moi je m'en lave les mains si jamais il fait des trucs illicites». Responsabiliser le responsable et le sous-traitant et avoir une responsabilité du ça fait beaucoup de mots responsabilité et responsable, mais voilà, faire en sorte que le responsable soit aussi responsable de son sous-traitant, c'est une manière de s'assurer qu'on ne puisse pas fuir, échapper aux obligations du règlement. Et un sous-traitant, par exemple, ou non, non, ouais, non, on va oublier ça. On va parler plutôt de co-responsable de traitement avec un exemple très intéressant, qui est, un arrêt rendu par la CJUE le 5 juin 2018. Donc c'est l'arrêt Facebook, c'est l'arrêt que je vous ai donné et en fait, pourquoi cet arrêt, il est intéressant? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait le responsable d'une page, je sais plus, d'une page de fans ou d'un truc comme ça, donc une page où il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient inscrits, je sais pas comment on dit, enfin qui avaient cliqué sur «J'aime», donc qui regardaient ce qui se passait et cet administrateur-là, il avait des informations, des données à caractère personnel de toutes les personnes qui aimaient et donc il était co-responsable au même titre que Facebook, puisqu'il avait lui aussi accès à ces données et que lui aussi pouvait traiter les données des personnes qui avaient liké cette page. Co-responsable, ça ne veut pas forcément dire, par contre, que la responsabilité de l'administrateur est la même que la responsabilité de Facebook, parce que ce serait quand même assez dégueulasse de faire peser des responsabilités similaires à un type qui fait probablement ça sur son temps libre le soir en rentrant du travail et une multinationale qui vaut des milliards et qui a des centaines et des centaines de personnes capables de gérer les flux de données. La co-responsabilité, ça veut dire que il a une part de responsabilité, qu'il doit faire il doit s'assurer de son côté au maximum que le traitement qu'il opère et que le traitement qui est opéré par Facebook, des données qu'il envoie lui-même à Facebook ou ce genre de choses, soit conforme au règlement européen. Bref, tout ça pour dire, on peut avoir plusieurs responsables de traitement, y compris, des personnes privées et dans les hypothèses de co-responsabilité, la co-responsabilité ne signifie pas nécessairement une responsabilité égale, face aux obligations qui proviennent du RGPD. Est-ce que c'est à peu près clair? Ouais, ouais, ouais. OK, nickel. Alors, on va s'intéresser maintenant à c'est quoi les obligations du responsable de traitement? Puisque, depuis le début, je vous parle d'identité numérique, de données personnelles, je vous dis que le RGPD, il vise à responsabiliser les responsables de traitement, les sous-traitants, avec un champ d'application et un champ d'application matériel et un champ d'application territorial très large. Mais quelles sont en fait les obligations qui découlent, de ce règlement? En quoi ce règlement protège les utilisateurs? Eh bien, on a plusieurs principes différents. Le premier principe, c'est le principe de licéité du traitement. Alors, le principe de licéité du traitement, il est prévu à l'article 6 du RGPD et qui vous dit que un traitement, il n'est licite que s'il répond à une des conditions prévues par l'article 6. Évidemment, la première condition, c'est le consentement de la personne concernée. Donc, si la personne concernée consent à l'utilisation de ces données à caractère personnel, le traitement est licite. Alors évidemment, le consentement, je vous en avais déjà parlé, c'est un consentement qui doit être libre et éclairé. Et ça a une grosse importance, alors du coup, euh, excusez-moi, ça a une importance puisque, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de la décision du Conseil constitutionnel, Heu, c'est pas forcément facile pour la personne concernée, mais aussi pour le responsable de traitement, heu, en particulier d'ailleurs pour le responsable de traitement, de dire: «Mais attendez, alors en fait nous on va utiliser vos données à des fins statistiques, on va les croiser avec d'autres données parce que ça va permettre de faire ci, de faire ça». Le régime légal entourant le données personnelles est un régime extrêmement compliqué et pourtant, pour que le consentement soit libre et éclairé, il faut qu'il y ait une manifestation spécifique, éclairée, univoque du consentement dans un acte positif clair.
Comment comprendre ça? En gros, le responsable de traitement, il doit s'assurer que tous les traitements qu'il va effectuer sont expliqués de façon claire et simple aux utilisateurs. Sauf que, c'est ce que je vous disais, c'est pas possible. Donc déjà, rien que là, c'est un petit peu compliqué. Globalement, ce qu'on va retenir, c'est le responsable de traitement, il doit faire au mieux pour que l'information soit claire. Sachant que, et ça, je pense que c'est le cas pour à peu près tout le monde ici, c'est pas parce que vous acceptez des CGU sans les lire que votre consentement n'est pas valable. Voilà, ça c'est quand, vous acceptez un truc sans le lire, ça c'est de votre faute si vous ne les avez pas lus, vous les avez acceptés, votre consentement était libre et éclairé. Si, vous ne pouvez pas aller voir un juge en disant: «Ouais, mais j'ai pas lu, du coup, mon consentement il était pas vraiment éclairé». Si vous n'avez pas lu parce que vous avez eu la flemme, c'est de votre faute et on considérera que votre consentement a été donné de façon libre et éclairée. Excusez-moi. Bon, au-delà du consentement, on a d'autres hypothèses, notamment, la nécessité à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie. Donc ça, c'est une hypothèse qui est tout aussi intéressante puisque ça va être typiquement les hypothèses comme, Snapchat. Sur Snapchat, quand vous utilisez un filtre visuel, bah, nécessairement, l'application, elle va avoir besoin, c'est ce que je vous disais, de reconnaître les différentes parties de votre visage, de savoir quand vous haussez les sourcils et donc de traiter toutes ces informations pour que le filtre soit efficace. Et donc c'est un contrat qui vous lie entre, vous et la société Snapchat et pour que le filtre fonctionne bien, la société est obligée de traiter vos données. On a d'autres hypothèses, bon, notamment, alors je sais pas si je crois que je vous les ai pas toutes mis, mais, on a la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, on a le respect d'une obligation légale, on a l'exécution d'une mission de service public, enfin, on a plein d'autres hypothèses qui sont quand même un petit peu moins, intéressantes dans notre cas, mais on en a une en particulier sur laquelle on va revenir, plus en détail. Alors, c'est une bonne question. Je termine juste sur, la dernière hypothèse sur laquelle, je voulais revenir qui est on est d'accord? Oui, c'est ça. Qui est l'intérêt légitime et l'intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, c'est une notion assez foireuse, qui, en fait, met un peu à mal, les autres hypothèses de traitement de données pour l'instant. Enfin, les autres hypothèses, valables pour la licéité du traitement de données puisque, on le verra un petit peu après, il suffit que une des raisons prévues à l'article 6 soit remplie pour que le traitement soit licite. Donc si vous consentez pas, mais qu'il y a un intérêt légitime, le consentement sera licite. Ensuite, pour répondre à votre question, c'est-à-dire, est-ce que ce serait pas plus simple de simplifier justement les informations? C'est ce que j'essayais de vous dire. Il y a 2 hypothèses différentes. Bon, je vais anticiper sur, les limites, du RGPD, mais il y a 2 hypothèses différentes. Il y a l'hypothèse où, le responsable de traitement, il est de bonne foi et il essaye d'expliquer le traitement. Mais c'est pas forcément facile d'expliquer un traitement de données. D'expliquer en tout cas tous les tenants et les aboutissants du traitement de vos données à caractère personnel. C'est facile de dire: «On s'en sert pour améliorer le service», mais auquel cas, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Si on vous dit: «Bah, en fait, on va utiliser vos données à caractère personnel pour nourrir un algorithme qui va permettre de faire ceci, de faire cela», vous êtes là en mode: «Bah, ouais, d'accord, mais comment ça marche? Comment elle va être utilisée? Comment l'algorithme fonctionne?» On peut pas expliquer un algorithme. En tout cas, la plupart des algorithmes, les ingénieurs sont pas capables de les expliquer. C'est pour ça qu'on parle de boîte noire, en fait, de ces algorithmes. Donc et c'est pour ça aussi que je vous parlais de cette décision du Conseil constitutionnel qui vous disait que c'est pas la loi, elle n'est pas obscure, elle n'est pas inintelligible, elle est complexe parce que le fonctionnement des données à caractère personnel, c'est quelque chose qui est complexe, que le droit en lui-même, c'est quelque chose qui est complexe et que forcément, la loi relative aux données à caractère personnel, elle est complexe. Pourtant, le responsable de traitement, lui, on va lui imposer de traduire cette complexité en des termes simples et c'est extrêmement difficile. Genre même moi, je galère. Et c'est très présomptueux de dire même moi. Mais notamment, moi, je galère aussi à essayer de vous expliquer en des termes simples tous les tenants et les aboutissants des traitements de données. Et le problème aussi, c'est que certes, c'est possible de simplifier, mais en simplifiant, nécessairement, vous allez allonger les CGU,
Il n'y a que 2 solutions, hein. C'est soit vous faites les choses de façon concise et auquel cas c'est assez complexe, soit vous faites les choses de façon extrêmement claire et auquel cas c'est très long. Parce que vous simplifiez toutes les informations, vous assurez que toutes les notions que vous employez sont comprises par, le quidam, par une personne lambda et auquel cas, bah, vous avez des CGU qui vont faire 40 pages et après c'est entre vous et vous-même, hein, je ne sais pas comment vous gérez les choses, mais il y a finalement très peu de personnes qui vont accepter de lire 40 pages de CGU pour utiliser un filtre qui permet de savoir à quoi on ressemblera quand on aura 80 ans. Donc en fait, il est là aussi le problème du consentement, c'est un des problèmes du consentement, c'est, heu, à quel moment, quel est le juste milieu entre des explications qui sont claires, concises et simples et des explications qui sont pas trop longues? Vous comprenez la difficulté autour des CGU? Et après on a une deuxième hypothèse qui est effectivement le responsable de traitement d'une mauvaise foi absolue, qui, fait exprès de raconter des trucs qui sont imbitables, pour que vous acceptiez sans comprendre vraiment ce qui se passe. Mais ça, c'est sanctionné. Puisqu'on a la CNIL, hein, en France, qui s'occupe de vérifier, le respect du règlement européen des données à caractère personnel, hem et qui, sanctionne. Il y a beaucoup depuis 2019, il y a énormément de sites internet qui se sont pris des grosses amendes pour le non-respect, bah, de ces obligations de consentement sur, les intérêts en cause, sur, voilà, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. On va peut-être même devoir voir ça la semaine prochaine parce que je suis très en retard sur ce que je fais. Mais voilà, donc ce sont 2 cas différents. La mauvaise foi du responsable de traitement et la complexité en elle-même, de cette obligation, de fournir une information claire et ces 2 cas-là, faut bien les séparer. Alors, ensuite de ça, alors, oui, non, si c'est bon, normalement c'est bon, j'ai pas vu d'autres questions, pas de main levée, non, c'est bon, donc on va pouvoir reprendre. Donc ensuite de ça, on a ce qu'on appelle le principe de loyauté du traitement. Donc le traitement, il doit être loyal et en fait, la loyauté du traitement découle, du principe de licéité et en particulier du consentement puisque, la loyauté du traitement, c'est le fait que la personne concernée, elle soit informée de l'existence du traitement et de ses finalités. C'est Et de cette loyauté découle un autre principe qui est le principe de la transparence. Ça veut dire que toutes les informations et toutes les communications relatives au traitement des données doivent être accessibles aisément et facilement. Donc c'est tout ce que je vous expliquais, par rapport au consentement. Ça, en fait, c'est plutôt dans la partie loyauté du consentement et transparence du consentement. Hem et tous ces éléments-là de loyauté et de transparence sont des éléments qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place et qui explique d'ailleurs pourquoi, la plupart des sites internet maintenant, en fait, quand ils traitent les données à caractère personnel à travers la collecte, puisque la collecte est un traitement, préfèrent passer par la case intérêt légitime que par la case consentement. Puisque la loyauté et la transparence sont des critères qui sont assez difficiles à mettre en place, en particulier quand on essaye de mettre en œuvre, bah, le consentement qui est censé être, l'hypothèse de licéité du traitement numéro un. Au-delà de ça, ce que je vous disais, la CNIL, elle vient vérifier tout le temps que les responsables de traitement sont conformes. Et donc les responsables de traitement, ils doivent prouver la conformité au RGPD à tout moment. Ils doivent être capables de prouver leur conformité au RGPD à tout moment. Et ce contrôle par la CNIL, il peut se faire à tout moment du traitement. C'est-à-dire que ça peut se faire en amont du traitement, c'est-à-dire au moment où on va déterminer les moyens et elle peut se faire aussi a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'on a établi toutes les hypothèses de traitement, qu'on a commencé le traitement, la CNIL peut arriver et dire: OK, donc ça, est-ce que c'est conforme? Est-ce que votre traitement, il est conforme à telle hypothèse?» Tout ça. OK? Alors je sais pas du tout si c'est à peu près clair. Oui, oui, ça a l'air. OK, donc bon, l'obligation d'information, on en a un petit peu parlé, puisque c'est dans le cas du consentement, hein, c'est, consentement libre et éclairé, donc éclairé, obligation d'information. L'obligation d'information, c'est,
l'idée que le responsable de traitement doit donner toutes les informations relatives au traitement, blablabla, blablabla. On va s'intéresser un petit peu plus au privacy by design. Privacy by design qui est une espèce de nouveauté dans le droit de l'Union européenne grâce au règlement européen et euh, on doit ce concept de privacy by design à Kim Cameron, qui est donc la personne dont je vous parlais au tout début de ce cours et qui a écrit donc sur l'identité numérique. Et ce principe de privacy by design existe déjà aux États-Unis. On l'a retrouvé aussi un petit peu en avance, on va dire, au Royaume-Uni, mais principalement, il vient des États-Unis et c'est une pratique recommandée aux États-Unis pour protéger la vie privée en ligne. Alors comment ça marche? En fait, le privacy by design, c'est la mise en œuvre de mesures techniques organisées. Excusez-moi, attendez, je suis désolé, je vais devoir me moucher. Voilà, désolé. Donc, je vous disais, le privacy by design, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on va chercher, par exemple, à pseudonymiser les données dès la phase de conception du produit ou du service. Ça veut dire qu'avant même qu'on demande le consentement des utilisateurs pour utiliser leurs données, et cetera, on va s'assurer que les données qui sont transmises de l'utilisateur au responsable de traitement, ce sont des données qui ne seront déjà pas directement identifiables. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une donnée qui appartient à Jean-Michel, je sais pas quoi, on va avoir une donnée qui est la donnée du téléphone 08 09 92 120, je sais pas quoi, mais on ne va pas savoir à qui correspond le téléphone 08, blablabla. Donc ça, c'est le principe de pseudonymisation. C'est un peu tout ce qui est possible dans la mesure où l'anonymat n'existant pas vraiment, on va pseudonymiser dès le départ les données afin de rendre le plus difficile possible la réidentification de la personne. Et je vous donnais l'exemple de la pseudonymisation, mais le privacy by design, c'est un concept qui est beaucoup plus général, c'est un concept évolutif, et il est tellement évolutif qu'il dépend en réalité de l'état des connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais dans 5 ans, ou moins que ça, on découvre un nouveau moyen pour garantir la vie privée, la protection des données à caractère personnel des utilisateurs, eh bien, grâce au concept de privacy by design, les responsables de traitement seront obligés d'intégrer, dès l'existence de ce moyen-là, de l'intégrer dans leur traitement. Donc en gros, on ne va pas être obligé, grâce à ce principe-là, on ne va pas être obligé de refaire des lois, des machins tout le temps, pour dire: «Ah alors attendez parce que, on a telle méthode là, donc blablabla, on peut peut-être éventuellement l'imposer». Non, grâce au principe du privacy by design, dès la conception des produits, dès la conception des traitements, on va s'assurer que les meilleurs moyens pour protéger la vie privée, la protection des données à caractère personnel, dès le moment de la conception, on va les mettre en place. Juste s'assurer que c'est bon pour tout le monde. Ouais, ouais, OK. Alors, maintenant, on va parler, alors c'est très lié, mais on va ressortir un tout petit peu des données à caractère personnel, en tout cas au sens du RGPD, puisqu'on va parler du délit d'usurpation d'identité numérique, donc qui est désormais à l'article L220 à l'article, pardon, 226-4-1 du code pénal. Et pourquoi je vous dis qu'on sort un petit peu, du cadre de la définition des données personnelles du RGPD? Puisque, et il me semble que je vous l'ai écrit, voilà, c'est, on incrimine, l'usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant d'identifier la personne. Sauf que, et on ne sait pas pourquoi, en tout cas, personne n'a jamais su, c'est pas exactement la définition des données à caractère personnel. Et c'est pas non plus ce qui aurait été possible, hein, on parle pas non plus de données à caractère personnel. Et donc pendant un moment, la question ça a été: «Est-ce que ça, c'est un truc différent
des données à caractère personnel. Puisque, je vous le rappelle, hein, la définition d'une donnée à caractère personnel, c'est toute donnée qui rend identifiable, qui permet d'identifier ou qui permet de rendre identifiable une personne. Donc ce sont quand même des définitions qui sont extrêmement proches, mais la référence de cet article à la définition de données à caractère personnel n'est pas ouverte, n'est pas faite de façon explicite et donc on ne savait pas trop. Alors, et le problème, c'était que bah, si c'était pas ça, qu'est-ce que c'était? Quelles étaient ces données si différentes des données à caractère personnel? Dans les faits, on va considérer hein, que oui. Marketing. J'avais envoyé 50 mails, pas de réponse. J'avais envoyé une trentaine de lettres, pas de réponse. J'avais passé une centaine de coups de fil. Oui, allô? Alors, moi, je vous conseillerais de couper votre micro. Attendez, j'ai regardé mon Voilà. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc dans les faits, on va considérer que ces données à caractère, personnel rentrent en réalité correspondent à la définition donnée, par l'usurpation d'identité numérique. Alors, l'utilisation des données telles que prévues, par le délit d'usurpation d'identité numérique, elle doit se faire en vue de troubler la tranquillité de la personne dont on usurpe l'identité ou la tranquillité d'une autre personne, ou alors de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Et l'article continue en vous disant que l'infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication de public en ligne. C'est une précision qui n'a aucune importance puisque, en fait, en absence de précision, on va considérer que c'est déjà le cas puisque, principe de neutralité technologique, à défaut de précision, on va considérer qu'il y a un équivalent physique et immatériel. Mais, on va pas trop s'intéresser à ça pour l'instant. Retenez juste, concernant les sanctions, que depuis c'est depuis quand? Voilà, depuis la loi du 30 juillet 2020, il y a un nouvel alinéa qui vous dit que, dans le cas d'usurpation au sein d'un couple, si jamais vous essayez de vous faire passer pour l'autre personne de votre couple, la peine passe à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors là, on va rentrer un petit peu dans des détails du droit pénal, accrochez-vous. En droit pénal, en tout cas pour certaines infractions, il vous faut un dol général et un dol spécial. Un dol spécial, c'est quoi? C'est l'intention supplémentaire nécessaire à la réalisation de l'infraction. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites quelque chose dans un but spécifique. Dol général, c'est, le fait d'usurper l'identité de quelqu'un, d'accord? Je me fais passer pour quelqu'un. Le dol spécial, c'est je le fais dans le but de, d'accord? Donc là, le dol général, c'est l'usurpation et le dol spécial, c'est je le fais dans le but de porter atteinte à son honneur, à sa considération, de troubler sa tranquillité et en fait, ce dol spécial-là, en réalité, dans la pratique, on va le déduire du dol général. Si vous avez fait ça, c'est parce que vous vouliez troubler, heu, la, tranquillité de la personne dont vous avez usurpé l'identité. En fait, c'est une infraction qui ne sert pas à grand-chose, hem, qui n'a pas apporté grand-chose dans les faits puisque, il y a d'autres éléments juridiques qui permettent de protéger, les données à caractère personnel. Cette infraction, elle est relativement floue, comme je vous le disais, hein, la définition des données, est-ce que ça correspond vraiment aux données personnelles ou pas? C'est un petit peu compliqué de le savoir. Pareil pour, l'idée du dol spécial qui finalement n'apporte pas grand-chose. C'est une loi qui a été comment vous expliquer ça? En gros, la notion d'identité numérique, elle est née en 2005 avec Kim Cameron. Elle est arrivée en France en 2009 à peu près, 2008-2009 avec la thèse de Fanny Georges, qui vous explique tout ce qu'est l'identité numérique. 2009-2010, c'est, la période où Facebook et les autres, plateformes en ligne ont commencé à prendre énormément d'importance et on s'est dit: «Mmh, les données personnelles, l'identité numérique, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Vas-y, on est en France, on est chaud, on va essayer de montrer qu'on n'a pas 15 ans de retard comme d'habitude, on va pondre une loi le plus rapidement possible sur, l'usurpation d'identité numérique, montrer qu'on est là». Et effectivement, en 2011, usurpation d'identité numérique. Sauf que, bah, ils ont pas compris ce que c'était que l'identité numérique. Alors, le dol spécial, c'est une intention supplémentaire nécessaire à la réalisation de l'infraction. C'est, ce que je vous disais en termes OK, si c'est bon, pas be et il y a pas besoin que je réexplique ce que c'est?
Non, c'est bon, j'avais juste oublié la fin de la phrase. Merci. OK, très bien. Bref, tout ça pour dire que, l'usurpation d'identité numérique, c'est un truc qui ne sert pas tant que ça. Mais le RGPD, par contre, lui, il a apporté pas mal de trucs, des prérogatives, des droits supplémentaires au profit des utilisateurs. Et notamment, en fait, un espèce de contrôle sur un triptyque: naissance, existence, suppression des données à caractère personnel. Alors, est-ce que c'est pas le slide d'après? Oui, si, voilà, excusez-moi, j'ai sauté trop de slides. Alors, déjà, concernant la naissance des données à caractère personnel, alors oui, je précise, mais je vous parle d'un triptyque naissance, existence, suppression. C'est pas écrit comme ça dans le RGPD, c'est moi qui vous résume ça en, il y a 3 grosses étapes au niveau de l'existence des données à caractère personnel: leur naissance, leur vie et leur mort, comme finalement une personne physique normale. Donc concernant la naissance des données à caractère personnel, ça renvoie à la création de ces données à caractère personnel et le contrôle de l'utilisateur sur la création, hem, de ces données. Et ce contrôle, il se fait comment? Il se fait à travers le consentement. C'est ce que je vous disais, c'est la manifestation de volonté libre et éclairée, heu, par laquelle la personne concernée consent à ce qu'on utilise ces données à caractère personnel. Globalement, le consentement, ce qu'il faut retenir sur le consentement, c'est que c'est une expression du droit à l'autodétermination informationnelle, pardon. C'est, en gros, le droit à l'autodétermination informationnelle, c'est le droit pour toutes les personnes de maîtriser l'usage qui est fait de leurs données. Et ce consentement, c'est ce que je vous ai déjà répété plusieurs fois, mais parce que j'aimerais bien que ça rentre vraiment à 100, il faut qu'il soit libre et éclairé. Et pour être sûr que le consentement est libre et éclairé, il y a toutes ces questions d'obligation d'information, de transparence, de loyauté, mais il y a aussi la suppression pure et dure de toute hypothèse de consentement tacite. Et ça veut dire quoi la suppression des hypothèses de consentement tacite? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous rendre sur un site internet et que par défaut, vous acceptiez en fait toutes les utilisations du traitement. Alors comment est-ce que je pourrais essayer de simplifier ça? En gros, on va distinguer 2 hypothèses qui sont l'opt-in et l'opt-out. L'opt-in, ça veut dire que vous devez valider chaque hypothèse de traitement de façon, séparée, d'accord? Si jamais, par exemple, il y a, on va utiliser vos données pour, je sais pas moi, pour les revendre à telle société, on va les utiliser pour améliorer notre service de prospection, on va les utiliser pour savoir combien de personnes, tel jour, à telle heure, étaient sur notre site. Ce sont 3 hypothèses distinctes. Vous devez consentir à chacune des hypothèses de façon séparée. Et l'opt-in, ça veut aussi dire qu'au moment où vous vous rendez sur le site, toutes ces hypothèses-là ne peuvent pas, par défaut, être acceptées. En gros, vous ne pouvez pas, en vous connectant, en disant: «OK, le premier truc que je fais, c'est, accepter automatiquement tout». Et ça veut aussi dire qu'en théorie, bon ça c'est de la théorie parce qu'en pratique, il y a encore pas mal de sites qui font l'inverse, mais ça commence à réduire, vous ne devez pas, juste avoir à cliquer sur OK. Vous savez, il y a encore, sur quelques sites internet, des sites qui vous disent: Nous, on utilise toutes vos données, blablabla, 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 OK». Et on ne vous laisse pas le choix, de quelles utilisations vous refusez, de quelles autorisations vous, acceptez. Donc ça, en théorie, c'est illicite. Normalement, vous devriez avoir le choix dès le début d'autoriser ou de refuser, et par défaut, ces cases autorisation-refus devraient toujours être du côté refus. Donc ça, c'est opt-in, et par opposition à ce qu'on appelle l'opt-out, qui est, les cases, elles sont par défaut cochées par «j'accepte». D'autre part, le consentement, il est aussi nécessaire et c'est le seul fondement possible dans d'autres hypothèses, et c'est le seul fondement possible dans les hypothèses de traitement de données sensibles. Les données sensibles c'est les données qui sont relatives à l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, religieuses, philosophiques, enfin tous ces éléments qui vous viennent, pardon, excusez-moi. Tous ces éléments en théorie qui vous viennent en tête quand on vous parle de vraie vie privée au sens très, très intime du terme. Je crois que je vous les ai notés. Mmh mh. Je vous les ai pas notés, c'est pas grave, retenez juste, pour les données sensibles, le consentement, c'est c'est le seul fondement possible.
Alors ensuite, alors à quelle heure il est? 15h27. Bon, c'est pas grave. On va continuer sur... on va s'arrêter, on va essayer de s'arrêter sur le contrôle de l'existence. On va terminer donc rapidement sur les données des mineurs. En théorie, impossible de traiter des données relatives aux mineurs, sauf par le biais du consentement du titulaire de l'autorité parentale, donc généralement les parents, hein, soit dans certains cas, ça va être d'autres personnes, et les titulaires de l'autorité parentale sont généralement les parents. C'est une mesure qui s'auto-limite, puisque les États membres peuvent descendre l'âge à 13 ans, c'est-à-dire de considérer qu'à partir de 13 ans, un mineur peut consentir par lui-même à l'utilisation de ces données à caractère personnel. Et le plus gros point d'auto-limitation de cette mesure, c'est, et bon, c'est logique, en même temps c'est un peu nul, c'est que le responsable de traitement, il ne fait que s'efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné ou autorisé. Du coup, il n'a une obligation que de moyens, il doit donc faire le maximum, il ne doit pas être là en mode, si jamais il ne peut pas vérifier à 100%, il ne peut pas vérifier à 100%. On ne peut pas demander à un responsable de traitement, si jamais la personne de l'autre côté de l'ordinateur est un mineur de 12 ans, par exemple, de lui dire, allez, tu ramènes ton papa, tu me ramènes sa carte d'identité, une dérogation écrite, une autorisation écrite, et puis un certificat comme quoi il a bien l'autorité parentale, et peut-être... C'est impossible. Pour un truc qui va prendre 5 secondes en pratique, on ne va pas demander la mise en œuvre d'un contrôle qui va durer une demi-heure à chaque accès à un site internet. C'est pour ça, et c'est logique, je vous disais que c'est logique, mais en même temps c'est dommage, que c'est une obligation de moyens et que la personne ne doit s'efforcer que raisonnablement de vérifier le consentement du titulaire de l'autorité parentale. Et c'est exactement la même chose finalement que en fait, tous les problèmes liés au fait que y a des mineurs qui ont accès à des contenus qui en réalité sont interdits aux moins de 18 ans. C'est exactement le même concept de vérification de allez hop, j'ai 14 ans et en fait j'ai 118 ans et donc je peux aller accéder à tel site internet. C'est exactement la même logique, mais on n'a pas de moyens qui ne seraient pas trop attentatoires à la vie privée ou aux données à caractère personnel pour s'assurer que les mineurs soient réellement protégés à 100% ou que les parents consentent effectivement à la collecte des données à caractère personnel. Bon, ensuite, concernant l'existence des données à caractère personnel, ça se fait, le contrôle de l'utilisateur, ça se fait par un droit qui s'appelle le droit de l'accès aux données. C'est un droit qui est quand même relativement ancien, puisqu'il date de 1981. Et en gros, c'est, si je devais le résumer, ah oui, donc il est déjà 15h30, donc on va terminer rapidement, c'est de savoir si telle société a oui ou non des données à votre sujet dans ses bases de données. Si oui, quelles sont ces données? Et les données doivent être transmises dans une forme qui est intelligible par la personne. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, Facebook, vous pouvez télécharger l'historique de toutes les données qu'ils ont à votre sujet. Et ça, c'est relativement récent. Ça date, il me semble que c'est arrivé à peu près en même temps que le RGPD. Et donc, vous pouvez télécharger une archive de toutes les données relatives à votre compte depuis sa création. Et ce droit-là, il va de pair en fait avec un droit à la rectification des données erronées pour s'assurer. Donc le droit à la rectification des données, c'est un droit qui existe depuis 1995, et c'est le droit de s'assurer que les données qu'ont les sociétés à votre sujet sont des données qui sont correctes. Ce sont votre nom, il est bien écrit, votre prénom, il est bien écrit, le sexe qui est associé à vous, c'est bien le vôtre, l'adresse, c'est la bonne, que éventuellement vos goûts et préférences sont bien les bons. Tous ces éléments-là. Tout simplement ce que ça permet, certes, de renforcer l'identité déclarative dont je vous parlais, mais c'est aussi un moyen de construire une identité numérique cohérente, y compris par le biais de l'identité agissante et algorithmique. Donc il est 15h30, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on terminera la semaine prochaine sur la suppression des données. Je reste encore là 5-10 minutes pour ceux qui auraient des questions. Pour les autres, sinon, je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine prochaine. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.